Je vais commencer peut-être par me présenter, parce que comme dirait Vincent, il vaut toujours mieux savoir d'où on parle. Je m'appelle Rodolphe Bonsaquet, je suis ingénieur agro de formation. Aujourd'hui, j'ai été successivement formateur dans les milieux du conseil agricole, cadre dans les chambres d'agriculture et autres. J'ai accompagné des installations, des reprises d'installations. J'ai été éleveur laitier moi-même pendant 15 ans et aujourd'hui, je suis coach, consultant et prospectiviste. Et c'est à ce titre-là que j'anime cette table ronde aujourd'hui. Donc merci à Back to Earth de nous accueillir et puis de nous donner cette opportunité-là de parler de renouvellement des générations agricoles. Autour de la table et avec moi, il y a Camille Fournier qui est tout au bout, qui représente, alors vous vous présenterez un peu plus vous-même, comme ça vous pourrez dire ce que vous voulez de vos structures. Si je n'en dis pas assez, tu es salarié de Eloi, qui est une société à mission qui accompagne la transmission, et donc à la fois les porteurs de projets et puis les cédants. À côté de toi, Vincent Jeannot, je ne sais pas si on me présente encore, cofondateur de Terre de Liens. Donc Terre de Liens, il va vous la présenter lui-même. On la connaît pour la foncière, souvent, mais tu revendiques le fait que ce n'est pas que ça. Donc tu vas nous expliquer en quoi ce n'est pas que ça. À côté de toi, Rémi Jousserand, qui est agriculteur dans la Loire, c'est ça, je ne me trompe pas ? Dans un GAEC à la fois laitier, alors avec 4 associés, un GAEC laitier avec 70 vaches laitières dans une filière longue, puisque vous livrez à Sodial, et puis aussi naisseur-engraisseur de porcs avec de la transformation à la ferme, où vous vendez 350 porcs par an en vente directe, donc ce n'est pas une petite transformation. À côté de moi, Jordan Magnier, c'est Magnier ou Magnette ? Magnier, agriculteur aussi dans la Drôme, installé alors là sur 20 hectares en polyculture, polyélevage, comme tu aimes le dire, en bio et tout en vente directe, secrétaire général des JA Aura et vice-président de l'IGA 26 chargé de l'installation. À côté de toi, que je ne me trompe pas, c'est Jérémy Alves. Alors tu es salarié, c'est ça, de la coopérative qui s'appelle Ceinture Verte, Clermont-Ferrand. Donc Ceinture Verte, il vous la présentera peut-être un peu plus complètement que moi. C'est une société d'intérêt collectif qui tente de proposer un modèle un peu particulier d'installation, et en particulier en maraîchage. Il va vous expliquer ça un peu plus précisément. Et puis Julien Kiefer, qui est gérant de deux choses en fait, qui est gérant de Rhizome, qui est une coopérative d'activité d'emploi aussi qui aide à l'installation et à la reprise d'exploitation. Et puis tu es aussi président ou coprésident de Reneta, qui est le réseau national des espaces, des espaces tests agricoles, voilà. Donc tu nous expliqueras aussi ce que c'est que ce réseau. Voilà. Camille, tu veux préciser ce que c'est qu'Eloi déjà pour commencer ? Eloi, on est une jeune entreprise qui accompagne les fermes en transmission, donc les cédants dans leur transmission pour trouver des repreneurs. C'est pas toujours facile. Et on accompagne ensuite les porteurs de projets tout au long du parcours à l'installation. Donc la première cible, c'est le cédant en fait. On a vraiment 2 cibles qui sont recherchées en parallèle. En fait, on part de la demande des porteurs de projets en termes de projet d'installation et ensuite on adapte les fermes en transmission. C'est un peu l'inverse de la logique qui peut être normalement appliquée. D'accord. Vincent, Terre de Liens. Alors, Terre de Liens, ce n'est pas qu'une foncière, c'est vrai. Non, parce qu'on parle souvent de Terre de Liens à partir de la foncière Terre de Liens. La foncière étant une société en commandite par action qui a 140 millions d'euros de capital aujourd'hui, qui a acheté 350 fermes et qui les loue à des paysans-paysannes dans le cadre d'un bail rural environnemental. Mais Terre de Liens, c'est surtout c'est aussi et surtout un maillage territorial avec des assos territoriales, des citoyens-citoyennes comme vous, comme moi, des mangeurs-mangeuses qui s'allient avec des agriculteurs-agricultrices pour essayer pour résister à la disparition des terres agricoles, à leur artificialisation, à l'accaparement de ces terres agricoles, donc à l'agrandissement, et aussi qui essaie de faire en sorte que ces terres soient accessibles pour toutes et tous, notamment pour les étrangers et étrangères, entre guillemets, donc les non issus du milieu agricole, puisqu'il y en a de plus en plus qui veulent s'installer. Rémi, tu veux préciser notamment tes fonctions électives que je n'ai pas nommées ou de représentation? Donc, merci pour la présentation. Je suis agriculteur en premier lieu. Après, donc, je suis élu donc, à la Chambre d'agriculture de la Loire. Et c'est ce qui fait que je suis coprésident sur le dossier installation-transmission au niveau régional. Voilà, la Chambre d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. Jordan, des précisions à apporter sur la façon dont tu travailles et les représentations que tu portes?
La façon dont je travaille, c'est comme Rémi, je suis agriculteur avant tout et je fais ce que je peux pour m'adapter à mon territoire. Donc voilà, pas de petite surface, petite production, vente directe pour la valorisation. Et j'ai un territoire qui s'y prête, donc c'est juste une implantation par rapport à mon territoire. Et la représentation, enfin les titres que je porte, c'est une défense du métier et de l'installation en général, et c'est pour ça aussi que je suis là, je pense, c'est parce qu'à AGIA, on a cœur de renouveler les générations agricoles, et c'est le plus gros de notre mission. Et dans nos missions, il y a effectivement aussi faciliter les non-issus du milieu agricole à trouver des fermes et de s'installer, et donc voilà, c'est un combat de tous les jours, enfin un combat. Ouais, si, c'est un combat de trouver des gens qui ont la vocation d'y aller, l'envie, et d'arriver à les aiguiller comme il faut. Donc je pense qu'il y a des ratés comme partout, mais on fait notre maximum et on essaye d'avancer le mieux possible pour que tout le monde trouve sa place et qu'on puisse redynamiser les installations agricoles. On va voir juste après ce qu'il faut faire bouger pour que ça fonctionne le mieux possible. Julien, qu'est-ce qui t'amène là en fait? Est-ce que tu peux présenter un petit peu plus à la fois Reneta et puis ce que vous faites chez Rhizome? Bonjour, donc le Reneta est un réseau national qui fédère une soixantaine d'organisations à l'échelle donc du territoire français et puis des DOM également. Ce sont des structures qui proposent à des porteurs de projets de passer par une étape intermédiaire avant de confirmer leur projet d'installation, qui est une période pour affiner, pour ajuster, pour construire ses propres références technico-économiques, surtout quand on entreprend en dehors des sentiers battus. Donc on s'adresse en particulier à des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole et qui ont à découvrir et un territoire bien souvent et un milieu professionnel, et puis rencontrer une clientèle aussi, parce qu'il faut pouvoir vendre pour construire des structures viables. Donc le sujet, c'est surtout le montage du projet ou la construction du projet? C'est ça, c'est la construction. Donc on propose un portage temporaire. Et moi-même, donc, je suis gérant d'une structure coopérative, qui est une coopérative d'installation. On propose pendant une période de 2 à 3 ans un portage juridique de l'activité afin de confirmer, de définir un projet d'installation qui va remporter davantage d'adhésion des partenaires, notamment banques. Et puis, en fait, c'est une étape pour prendre confiance dans son projet d'entreprise. Mmh. Ça fait, en parlant de coopérative, ça fait la transition avec Jérémy, parce que c'est aussi une coopérative, une sorte de coopérative, Ceinture Verte. Oui. Préciser peut-être ce que c'est, et puis comment t'en es arrivé là, parce que ton parcours est aussi intéressant. Qu'est-ce qui t'a amené à monter ça? Oui, alors Ceinture Verte, Clermont-Auvergne, donc il y a une coopérative d'intérêt collectif. Je parle de coopérative de territoire, puisqu'aujourd'hui, c'est des coopératives qu'on veut avant tout monter avec l'ensemble des acteurs des territoires. Donc aujourd'hui, en membre fondateur, par exemple, à Clermont, nous avons la métropole, d'autres collectivités qui vont nous rejoindre, la Chambre d'agriculture, Bio63, les lycées agricoles, les banques. En fait, on essaye de mettre toutes les personnes autour de la table qui sont en mesure de lever les freins à l'installation que peuvent rencontrer des porteurs de projets hors cadre familial. Sachant que nous, on s'adresse quand même à un public qui a quand même une expérience dans le monde agricole, puisqu'on propose un portage d'une installation avec le foncier, les bâtiments, les serres et l'irrigation. Voilà, des maraîchers ont travaillé sur cette question en disant qu'est-ce qu'il nous faut comme base pour qu'une activité soit viable, et on met ce kit de base à disposition des porteurs de projets. Et à côté de ça, on a aussi un accompagnement renforcé les 3 premières années, avec accompagnement technique, avec des maraîchers tuteurs, avec des techniciens du territoire et les techniciens du groupe Ceinture Verte, et un accompagnement à la gestion de la ferme, parce qu'il y a une grosse charge mentale à l'installation. Donc moi, en tant que directeur, je suis sur cette partie gestion du temps, gestion de l'organisation. Et on a aussi une partie accompagnement à la commercialisation, avec les liens avec nos différents partenaires. Donc nous, on ne porte ni la commercialisation, ni l'activité, mais on est une coopérative dans le sens où on mutualise en fait les énergies du territoire au profit des porteurs de projets qui deviennent eux coopérateurs, et qui permettront aussi à d'autres de s'installer après au sein de cette coopérative. Vous comportez éventuellement les investissements par contre? Alors on porte les investissements, comme je le disais, bâtiments, serres et irrigation. Et à terme, quand on aura plusieurs porteurs de projets, enfin un nombre critique de porteurs de projets, on pourra penser aussi à une mutualisation du matériel. Et aujourd'hui, on se fait accompagner par des structures historiques qui sont peu présentes dans le milieu bio, on va dire, mais voilà, l'AFD CUMA par exemple en local, qui va nous accompagner sur la structuration de cette mutualisation
matériels. Et puis pour en revenir à l'historique rapidement, Mhm. voilà, ma femme avait un projet de portage, un projet de maraîchage diversifié sur 2 hectares avec le même type d'investissement que la ceinture verte. Et après 2 ans de recherche, d'échecs sur le foncier, d'échecs auprès des banques qui justifiaient d'une moindre expérience que quelqu'un qui est issu du milieu agricole, elle a dû abandonner. Et suite à ça, voilà, on s'est dit comment aider d'autres porteurs de projets à concrétiser. Et voilà comment on vient directeur d'une coopérative. Bien, juste avant d'introduire cette table ronde dont le sujet porte donc sur le renouvellement des générations agricoles, enjeux et solutions, on va traiter les différents enjeux qu'on a pu faire apparaître en préparant cette table ronde. Ce que je vous propose pour pas que vous vous endormiez trop, c'est qu'à l'issue de chaque enjeu et de l'intervention de chacun autour de chacun de ces enjeux, vous puissiez poser 1 ou 2 questions, avoir 1 ou 2 réflexions de la part du public sur laquelle on puisse rebondir, de façon à ce qu'on ne vous perde pas et que vous puissiez intervenir au moment où vous avez... et sur le sujet qui vous intéresse et pas attendre la fin. Parfois, on oublie ce qu'on a à dire. Donc déjà, en termes de renouvellement des générations, l'enjeu n'est pas d'aujourd'hui. Quand moi, je m'en occupais, ça date des années 90, c'était déjà un sujet. On sortait déjà de loin, parce que je vous rappelle que dans les années 70, on payait les agriculteurs pour ne pas qu'ils s'installent. Mon père fait partie de cette génération-là qui a refusé les aides au départ. Ça s'appelait comme ça... à l'époque, si ce n'est qu'aujourd'hui, l'enjeu est a priori extrêmement urgent, puisqu'on a 50% à peu près de la population agricole qui, d'ici moins de 10 ans, va arrêter son activité. Et on est à un stade aujourd'hui où on est grosso modo, alors les chiffres sont peut-être à débattre, mais à 1 installation pour 3 départs, donc on est loin de renouveler le potentiel agricole du pays. Donc, quid dans ce contexte-là de notre autonomie alimentaire, de la perte de nos savoir-faire, de la transmission de ces savoir-faire, de la préservation de nos filières, etc. etc. Donc, voilà, tout ça pour dire que le défi qui est devant nous, il est juste primordial. Et la question, c'est de savoir comment on le relève. Donc, pour commencer, moi, j'aimerais juste entendre peut-être Jordan et Vincent. On en est où exactement? C'est quoi, d'un point de vue très factuel, combien il y a d'agriculteurs ou combien il faudrait installer d'agriculteurs d'ici 10 ans pour qu'on relève ce défi d'avoir un pays qui est satisfait à son autonomie alimentaire, le maintien des filières, etc., etc. Vous en avez une idée ou pas? Si on était optimiste, on va dire. Optimiste, déjà, si on arrivait à remplacer 1 pour 1 départ à la retraite, une installation, ça serait déjà arrêter l'hémorragie, ça serait déjà un bon départ avant pour mieux après remonter. Mais c'est en fait si on manque d'installation, c'est qu'il doit y avoir une raison. La raison, il faut qu'on la comprenne, il faut qu'on la résolve, parce que il n'y a pas que l'accès au foncier, comme on en a discuté un petit peu avant. Il n'y a pas que des échecs, comme votre femme l'a fait. C'est pas que ça. C'est que quand il y a un échec, il peut y avoir 2 réussites derrière, mais c'est peut-être que les 2 réussites, elles ne sont pas là. Et peut-être on pêche sur la détection et sur la motivation à venir s'installer. On fait peut-être pas la pub comme il faut. Enfin, je sais pas il y a un truc qui fait que il y a moins d'attractivité sur les installations qui existent. Après, si on doit chiffrer, pour répondre un peu à la question, si on doit chiffrer, nous déjà en région, si on arrive à maintenir le cap de se dire qu'on fait entre 800 et 1000 installations en Auvergne-Rhône-Alpes tous les ans, oui, bien par an, c'est déjà bien. On serait quand même sur le top des régions qui installent, la première même. Mais déjà, rien que ça, c'est pas simple. Quand on sait qu'il en faudrait encore plus, ça challenge pas mal sur ce qu'il y a à faire. Mais déjà, si on atteint l'objectif des 1000 par an, vous aurez bien travaillé. On aura déjà relevé un peu le défi en partie. Et ça veut dire qu'on ne se trompe pas complètement sur ce qu'il y a à faire. Vincent, la vision de Terre de Liens par rapport à ce défi de l'installation en chiffres? Ça dépend d'où on se place, là on en discute avec vos voisins. Mais j'aime bien comment Jordan l'amène, c'est-à-dire effectivement comprendre pourquoi on n'y arrive pas, quoi. Enfin, y a plein de points de blocage sur lesquels différentes structures travaillent. Donc ce serait bien qu'on arrive à se mettre autour de la table à un moment donné pour mettre nos analyses en commun, pour même s'il y a des divergences, puis qu'on les pose sur la table clairement, et puis qu'on puisse essayer d'avancer quand même, parce que
En fait, c'est moins pire que ce que tu disais. C'est 14 000 installations pour 21 000 départs, en gros. Hein. C'est 2 installations pour 3 départs. Mais c'est grave. C'est-à-dire qu'on a le dernier recensement, bah oui, c'est 100 000 fermes en moins, chefs d'exploitation en moins. Enfin, c'est sur 10 ans, donc c'est énorme. On doit être à un peu moins de 400 000 chefs d'exploitation aujourd'hui en France. 390. Donc, et nous, quand je dis nous, il y a Terre de Liens, mais on travaille avec plein d'autres acteurs. On travaille avec le Réseau national des espaces tests agricoles, et on est dans un collectif qui défend une agriculture citoyenne et territoriale. Tout à l'heure, je disais que Terre de Liens, c'était à la fois un mouvement citoyen et paysan, c'est-à-dire on essaie d'allier, et on le voit bien avec toutes les questions sociétales qui se posent aujourd'hui, la mauvaise image que peut avoir l'agriculture aujourd'hui, de faire en sorte qu'il y ait une connivence entre les mangeurs-mangeuses que nous sommes tous et les paysans-paysannes. Et si on parle chiffres, nous on est plutôt à essayer de défendre le fait que, alors c'est complètement utopiste aujourd'hui, hein, je le rejoins, mais on se dit il faut qu'on se fixe un objectif ambitieux pour y arriver, et du coup nous on est sur une position à se dire 1 million, 1,2 million de paysans-paysannes en 2050, donc sur 30 ans. Mais quand je dis ça, tout de suite, vous voyez bien le problème, c'est que pour arriver à ça, il faudrait, parce que tous les paysans seront à la retraite dans 30 ans, bien sûr. À peu près, peut-être pas toi Jordan, mais du coup, il faut... La date de la retraite reculant, voilà. Mais il faudrait 40 000 installations par an, et on est à 14 000 installations par an, voire un peu moins de 14 000, donc vous voyez le gap qu'il y a, donc ça vient pas de nulle part, hein. On rejoint des chiffres, des prospectives du Shift Project. Nous, on a des prospectives autour d'un convertisseur alimentaire local qui a été développé en Normandie de chez Julien, là, qu'on a développé au niveau de la France, qu'on a sécurisé, qu'on travaille avec des chercheurs-chercheuses là-dessus. Et on arrive aussi, si on faisait une agriculture de proximité, de qualité, une agriculture familiale, il faudrait 1 million, 1,2 million de paysans. Et pour aussi. le 1 million 200 000 de paysans, donc les 40 000 installations par an, il faut avoir combien de candidats? Parce qu'il y a du déchet entre le porteur de projet et celui qui s'installe au bout. Pour avoir fait, je sais pas, j'ai dû accueillir 1500 ou 2000 personnes qui voulaient s'installer. Je dirais que c'est 30% d'installation si on accueille tout le monde. Donc il en faut 3 fois plus. Ouais. Il faut avoir à peu près 120 000 candidats par an. Ça, c'est un point de vue personnel, il faudrait l'étudier. On est en train de voir avec l'IDRI pour travailler réellement là-dessus, parce qu'il y a les effets rebonds qu'il faut prendre en compte aussi. C'est-à-dire que si on installe des paysans-paysannes ou 1 million, 1,2 million, si on met en place un plan Marshall de l'agriculture avec une agriculture qui répond aux enjeux climatiques, alimentaires, enfin souveraineté alimentaire, etc., énergétique, avec tous les soucis qu'on va avoir qu'on voit déjà, mais qu'on va avoir dans les 30 ans, effectivement, il y a de voir sur quoi ça va agir aussi, par exemple, sur les unités de transformation, sur toutes les filières aussi où il y a des enjeux importants, hein, sur le lait, la viande, etc. Donc de ne pas tout casser, mais d'arriver à ce que ça se fasse en bonne intelligence, en répondant aux enjeux sociétaux, environnementaux, et que ça s'insère dans les écosystèmes existants. Du jour, en tout cas, contemporain. Vous avez tous les deux parlé de cet enjeu d'aller chercher des gens, en fait. Ça pose peut-être sans doute un premier enjeu qui est celui de l'attractivité dont parlait Jordan au départ. Si tu veux continuer, c'est quoi ce premier enjeu de l'attractivité, si tu veux préciser ce que tu disais tout à l'heure? Qu'est-ce qui manque finalement pour rendre ces métiers attractifs? Eh ben, si on le savait, ça serait facile à travailler. Non, mais on a quand même des bouts de vision de trucs. Enfin, il y a la charge de travail qui est souvent mise en avant. Donc c'est encore vrai, il y a quand même de grosses évolutions sur le sujet dans le monde agricole. Alors après, il y a quand même c'est rentré dans la notoriété publique, on dit un agriculteur compte pas ses heures. Donc c'est vrai qu'il y en a plein qui sont dégoûtés un peu par ça et qui vont pas aller chercher plus loin et dire non, moi je veux un métier où je compte pas mes heures. Ça Ils sont dégoûtés avant d'avoir goûté. Voilà, c'est ça. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que on y est tous confrontés et de plus en plus on fait attention à ça, mais j'ai envie de dire, en fait c'est la qualité de vie. Voilà, on va dire que c'est la qualité de vie des fois qui peut dégoûter certains. J'ai participé à une AG où il y avait un docteur qui avait fait une recherche sociale sur les agriculteurs, et justement en fait il se passe un truc, c'est qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs,
mais il y a de plus en plus de salariés agricoles. Et en fait, ce qui se passe, et moi j'aimais pas bien son analyse, mais elle avait le fait de poser un contexte et un fait, c'est que finalement, s'installer en agriculture, des fois c'est un peu compliqué, les contraintes valent peut-être pas la chandelle. Et finalement, devenir salarié d'une structure, c'est pas mal. Ça ajoute un confort. On cotise comme il faut à la retraite, parce qu'il y a quelque chose un petit travail à faire sur la retraite aussi. On cotise comme il faut, on a nos vacances, et on fait la passion, on exerce la passion qu'on a avec le métier qu'on a envie de faire. Ouais. Voilà, mais sans les inconvénients. Et ça, c'est donc le doctorant en question, il partait du principe que c'était une fatalité, que ça allait être comme ça, il allait avoir des grosses fermes avec plein de salariés, que c'était fatalité, mais pour moi, je pense qu'il y avait plutôt un biais d'interprétation, et c'est juste que le métier d'agriculteur est en train d'évoluer, change énormément, et l'acte de production n'est plus le plus rémunérateur pour les agriculteurs. Et je pense qu'on dégoûte un peu des gens aussi là-dedans, parce que on a un public qui se perd un peu sur ce qu'est le métier d'agriculteur, qui quand même devient de plus en plus stratégique et d'innovation et d'adaptation aux enjeux. C'est un métier d'entrepreneur en fait. Je pense qu'on est sur un tournant où effectivement là on est obligé de prendre des virages, et ça devient de l'entrepreneuriat un peu plus classique, parce qu'il faut arriver à s'adapter et faire des paris, prendre des risques. Enfin, on peut plus dire allez, c'est bon, je m'installe, de toute façon ça va rouler. Ça a été à une époque. Il y en a qui ont de la chance, ça marche. Mais le problème, c'est que ça marche, quand ça marche plus, ça fait mal. Jusqu'à quand on a des capitaux qui augmentent, et voilà, parce qu'il y a ça aussi. On va en reparler des capitaux. Voilà, c'est plus tard. C'est un sujet important dans le schéma d'installation. Camille, chez Éloi, cette question de l'attractivité, comment vous allez chercher des gens? Ils viennent tout seuls? Ils viennent pourquoi? C'est un enjeu, l'attractivité, dans les projets que vous menez ou que vous accompagnez? L'attractivité est un enjeu, mais j'ai tendance à être plutôt optimiste, parce que les porteurs de projets sont là. On en discutait justement ensemble avant l'intervention. Les porteurs de projets sont là, ils sont qualifiés, ils sont formés, ils ont de l'expérience. Ils ont parfois même un apport financier pour se lancer, qui est cohérent avec un prix global de reprise. La question maintenant est de pouvoir vraiment les accompagner pour répondre à leurs demandes, parce qu'aujourd'hui, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande, entre les fermes qui sont à transmettre et les attentes des repreneurs. Et c'est justement en fait pour permettre d'ajuster les fermes à transmettre avec les demandes des repreneurs qu'il y a besoin d'accompagnement, et c'est ce qu'on fait chez Éloi. Les jeunes qui veulent s'installer ne veulent pas forcément avoir les mêmes modèles que ceux qui existaient avant, pas forcément la même taille de ferme, sur les mêmes activités, avec le même type d'installation. On parlait ensemble aussi des différentes modalités d'installation, parfois à plusieurs, parfois sur des modèles innovants avec plus de transformation, plus de vente en direct. Donc en fait, il y a un vrai travail pour faire cet intermédiaire en fait entre les cédants qui cherchent des repreneurs et les repreneurs qui cherchent des fermes, parce que les repreneurs, ils existent. Nous, aujourd'hui, chez Éloi, on a à peu près 1000 porteurs de projets qui sont inscrits sur notre base de données, et on en a entre 5 et 15 qui s'inscrivent tous les jours pour s'installer. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à être plutôt optimiste. On parle de crise de vocation, peut-être, mais en tout cas, il y a quand même des candidats à l'installation. Il y a un regain d'intérêt pour l'agriculture en général, et puis pour ces métiers en particulier. Oui, alors je ne dis pas que le travail est à gagner. Moi, j'ai beaucoup d'engagement justement pour créer des vocations agricoles au sein de ma génération, parce que je pense que c'est un réel enjeu de aussi revaloriser le métier de l'agriculteur avec une meilleure rémunération, une meilleure adaptation du temps de travail et une meilleure perception aussi de la société du métier d'agriculteur. Ça, je pense que c'est un réel enjeu. Et ensuite, il faut vraiment faciliter cette installation, la rendre plus simple, notamment dans les différents procédés administratifs qui peuvent être assez décourageants pour un porteur de projet qui n'est pas issu du monde agricole. Julien, je rebondis sur la question apparemment, il ne manque pas de porteurs de projets. C'est peut-être les projets qu'on leur propose qui ne sont pas attractifs. Vous travaillez beaucoup sur le maraîchage. Est-ce que c'est vrai pour toutes les filières? Dans le maraîchage, on voit des gens qui arrivent. Est-ce que c'est vrai en élevage? Est-ce que c'est vrai ailleurs? Oui, dans le maraîchage, on a observé il y a quelques années des récits qui donnaient envie, avec des solutions, alors parfois assez simplifiées, simplistes. On connaît tous ce slogan qu'on pouvait vivre avec 1000 mètres carrés de jardinage maraîchage. La ferme du Bec et Loin, voilà, notamment. Alors, on peut critiquer ce discours. Par contre,
ce qui est sûr, c'est qu'il a été un formidable levier pour donner envie, pour susciter des vocations. On peut penser qu'il en manque, des récits heureux, d'installations réussies avec des gens qui trouvent un équilibre entre l'activité agricole, le travail, donc le travail, celui pour lequel on sue, celui pour lequel on passe des heures longues, et puis le bien-être, c'est-à-dire une ferme qui est relativement bien organisée, sur laquelle on ne va pas passer justement toute son année, on va pouvoir avoir des vacances. On va pas avoir un niveau d'endettement qui nous empêche de dormir la nuit. Voilà, donc ça revient un petit peu au discours qu'il y avait tout à l'heure sur la table ronde. Il y a une juste rémunération à trouver pour les agriculteurs, et ça passe par une prise de conscience et des politiques publiques. Il faut quand même rappeler qu'il y a 9 milliards d'euros de la PAC qui vont chaque année à l'agriculture. Qu'est-ce qu'on fait de ces 9 milliards d'euros? Comment on rémunère davantage l'acte de production? À quoi on les consacre? À quoi on le consacre? On a un formidable levier en fait. En même temps, dans ce que vous dites, c'est pas qu'une question de rémunération. Le récit de Bec et Loin, c'est pas une histoire de rémunération, voilà, c'est autre chose. Il y a à la fois, on voit bien le double discours déjà sur lequel on est, c'est des éléments structurels, des financements, des éléments de marché, et puis par ailleurs, des récits qui donnent envie à une nouvelle catégorie de population de vivre l'agriculture comme on vit un métier dans lequel on est heureux et on rend heureux les gens autour de nous. Hier, j'étais frappé, j'étais avec une douzaine de candidats qui démarrent, ça y est, ils démarrent leur activité ils se testent, donc ils vont commencer à produire, à élever, à vendre, à commercialiser. C'était 2 collectifs, d'ailleurs. La dimension collective est de plus en plus présente. Et ce qui ressortait dans leur motivation à entreprendre, évidemment, c'est gagner sa vie à un moment donné, avoir un salaire. Mais c'était cette idée du bonheur. En fait, moi, j'ai envie de faire ça de mes prochaines années parce que j'ai envie d'être heureux. Et puis, je pense que je vais rendre les gens heureux autour de moi en faisant des choses belles, une bonne alimentation, rencontrer mes clients. Donc, on a de nouveaux récits à raconter pour nos campagnes. C'est cool, les gens qui arrivent avec cette ambition-là. Ouais. On en reparlera de l'ambition. Vincent, quand on préparait cette table ronde, tu me disais que sur cette question de l'attractivité, en tous les cas, dans le côté militant de Terre de Liens, il fallait aller jusqu'à sacraliser le métier d'agriculteur. Qu'est-ce que tu mets derrière ça? Je ne sais pas si j'ai dit sacraliser. Si, j'ai vraiment dit ça. Si, oui. C'était le matin, je me souviens. C'était le matin, et tu n'étais peut-être pas de bonne humeur. Mais non, je n'étais pas de bonne humeur, j'avoue. Mais l'idée derrière ça, c'est que l'agriculture et l'alimentation, parce qu'il y a un lien évident entre les deux, c'est qu'elle soit d'utilité publique. Je rejoins un peu ce que dit Julien, c'est-à-dire que l'accès à une alimentation de qualité et de proximité, je vais revenir sur notre convertisseur alimentaire local qu'on a appelé Parcelle, vous pouvez aller voir sur internet, vous tapez Parcelle, ça veut dire pour une alimentation résiliente, citoyenne, environnementale et locale. Vous tapez le nom de votre village et il va vous dire combien il pourrait y avoir de paysans paysannes sur les terres du village en fonction du nombre d'habitants si on va vers une besoin agriculture alimentaire en fait. Voilà. D'accord. En termes de production, avec une production de qualité et de proximité, sans être débile, on est capable d'aller échanger avec d'autres parce qu'on ne va pas faire la même chose sur le Causse du Larzac qu'ici ou dans Limagne ou en Pays de la Loire. Et quand je disais sacraliser, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a une vraie... Alors là, il y a une annonce, on en parlera tout à l'heure, mais d'une loi d'orientation d'avenir autour du renouvellement de génération par le président de la République, mais... c'est que l'agriculture soit reconnue d'utilité publique et qu'on le défende comme ça. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire subventionner à tout va, mais c'est déjà le cas à travers la PAC quelque part, mais de pouvoir organiser ensemble une meilleure répartition des richesses, et au lieu de mettre, je sais pas, alors je vais provoquer un peu, mais mettre 20 ou 30 milliards d'euros sur la voiture électrique, plutôt les mettre sur l'agriculture et l'alimentation. Et on voit bien les enjeux qu'il y a derrière autour de la qualité de l'eau, de la potabilité de l'eau, de la quantité d'eau aussi, parce qu'on l'a vu cet été, ça a été terrible, et ça c'est vital, on ne peut pas faire la sans. Ressource alimentaire. L'alimentation c'est pareil, on voit bien qu'elle n'est pas accessible pour tous, de la même manière pour tous et toutes. Il y a des gens qui vont aller facilement au marché plein vent, mais pas tout le monde, donc comment on fait pour que ce soit possible? C'est ça quand je veux dire sacraliser ce métier, et
d'en faire. Moi, je sais que moi, je viens du sud, Mayenne. On essaie paysan avant. Aujourd'hui, on essaie paysan. Jordan disait le métier a changé. Effectivement, aujourd'hui, on devient paysan, on choisit d'être paysan, paysanne. Donc, il faut qu'on arrive à le choisir en étant, je ne sais pas si c'est heureux ou bien, mais en tout cas en étant quand même, en répondant à ses propres besoins déjà. Et nous, on le voit dans Terre de Liens, on voit beaucoup de collectifs arriver de plus en plus. Et on a travaillé avec Impact, là c'est la structure que je n'avais pas nommée tout à l'heure, on était dans un espèce de consortium associatif, coopératif, avec différentes structures qui travaillons ensemble sur l'installation et la transmission. Et on a fait un gros boulot sur ce qu'on a appelé la restructuration des fermes. Parce que depuis je sais pas, 30 ans, 40 ans, 50 ans, les fermes, elles n'ont fait que grossir. Quand on dit qu'il y a 2 installations pour 3 départs, le tiers de départ, sur le tiers de départ, ça veut dire 7000 chefs d'exploitation qui disparaissent. En gros, 40%, ça va à l'agrandissement. Il y a 50% seulement qui va à l'installation, 40% à l'agrandissement et 10% à l'urbanisation, en gros. Après, je n'ai pas regardé les derniers chiffres du recensement, mais je crois que c'est à peu près ça. Et du coup, on n'aille pas sur l'agrandissement, parce que sinon, elles deviennent de moins en moins transmissibles, les fermes, surtout pour des non-issus du milieu agricole. Donc, comment on travaille là-dessus? Donc, la restructuration des fermes, c'est pour ça que Éloi, c'est intéressant, c'est pour ça que les espaces tests aussi, parce que ça permet des gens qui ont peur d'y aller, parce que c'est pas évident de devenir chef d'entreprise, il y a la partie production, on va reparler de quelque ce chose, sujet-là, mais du coup, c'est ça que je veux dire en sacralisant, c'est-à-dire qu'il y ait une communication différente sur l'agriculture, qu'il y ait des récits positifs qui soient racontés, qu'on suscite réellement les vocations dans les lycées agricoles, dans les CFPPR, que ce soit d'autres types d'interventions, qu'on ne soit pas que sur du technico-économique, qu'on soit aussi sur du social, de l'environnemental, des enjeux d'aujourd'hui, qui touchent tout le monde. C'est un peu dommage, tu cites beaucoup de structures, tu cites pas les chambres d'agriculture qui sont quand même l'endroit où tu dois aller quand tu veux t'installer et c'est dommage. Je sais qu'il y a après tout n'est peut-être pas parfait dans les chambres, mais tu es obligé de les citer quand tu veux parler des structures accompagnes et surtout que c'est dans les missions des chambres et les chambres le font. Et pour revenir quand même, je mettrai quand même juste une petite un petit truc, une nuance sur quand tu parles de ça va à l'agrandissement. On est dans une région où justement ça va pas encore trop à l'agrandissement. Je parle au niveau national. Ouais, voilà, mais c'est moi du coup je veux parler au niveau régional. Pour dire que tout n'est pas perdu, il y a encore des régions qui résistent encore et toujours à l'envahisseur de l'agrandissement. C'est quoi la surface moyenne en Horace? C'est 37 hectares par actif, c'est ça? De mémoire, c'est ça, c'est 37 hectares par actif, et parce qu'en fait on a une chance dans la région, c'est que les agriculteurs sont adaptés et sont beaucoup allés vers des labels de qualité et autres, et surtout que la forme sociétaire devient de plus en plus prend plus en plus de place parce que justement pour ça, pour les qualités de vie et pour être heureux de faire son travail. Et c'est vrai que comme tu disais Julien, c'est essentiel. Et moi quand je parle de mon installation, je parle beaucoup aussi de joie parce que je me régale dans ce que je fais. Je ne gagne pas forcément beaucoup d'argent par rapport à ce que c'est un SMIC ou quoi, mais en fait pour moi une installation réussie, c'est quand tu arrives à dégager le revenu qui t'est nécessaire pour vivre. Et moi pour l'instant, j'ai ma femme et mes 3 enfants, et le revenu que j'ai et qu'on a à 2, ça suffit, et on se prive de pas grand chose. Et ça fait que le matin, je me lève et je me dis pas, oh là là, faut y aller. Et voilà, j'y vais parce que de toute façon, je m'épanouis dans ce que je fais. Et c'est ça qu'il faut arriver à transmettre et à redire, c'est que non, agriculteur, c'est pas qu'une charge, c'est pas que avoir la tête dans le guidon dans la production ou quoi, ou c'est quand même un métier. Alors j'aime pas trop le dire, mais des fois ça revient un peu, un petit métier passionnant, pour pas dire un métier passion, où on est éveillé par une passion de se lever, de dire, alors il y en a qui vont aller chercher, de dire, ça a un sens ce que je fais pour la planète, ça a un sens mais chacun il trouve le sens qu'on veut, et pour moi il n'y a pas de généralité, mais de se lever en se disant, j'y vais avec plaisir et pour m'épanouir et pour avancer, c'est je pense le truc le plus beau. Et voilà, et pour rebondir quand même à ce que je voulais dire, c'est quand même que les chambres d'agriculture sont un très grand accompagnant, et on l'oublie quand on le cite, on a l'impression, parce que ça fait trop partie du décor, parce que c'est consulaire, c'est l'État, ça fait un peu bizarre, mais voilà. Elles bossent quand même. Mais le bout, ça serait même presque insultant de dire qu'elles ne font rien. C'est juste que pour faire bouger des entités un peu comme ça, ça prend un peu plus de temps, tout comme changer les pratiques agricoles, ça prend du temps. Voilà, il y a plein de choses.
Juste peut-être une remarque sur ce que vous disiez toutes les deux sur cette question de l'agrandissement. Il y a aussi le filtre des chiffres et de la façon dont on les présente. On peut parler d'agrandissement à l'échelle de l'exploitation, parce qu'effectivement, il y a des formes sociétaires qui font qu'à l'échelle de l'exploitation, ça s'agrandit, sans forcément représenter un agrandissement à l'échelle de l'actif, parce que les actifs sont quand même là, y compris dans les formes sociétaires. Donc, je ne sais pas où est la vérité, mais en tous les cas, il y a ce... Ah mais si, on a des chiffres. Hein, oui, on a des chiffres. J'ai sorti l'état des terres agricoles, on l'a sorti au Salon de l'agriculture en 2022, et on voit bien qu'il y a un agrandissement depuis globalement, évidemment, 40 ans. évidemment. Il y a des exploitations qui n'existaient pas, des détails d'exploitation qui n'existaient pas. Et pour revenir sur les chambres, non, je ne les oublie pas du tout, et ni les points accueil installation. C'est juste que là, je répondais à la question sur la sacralisation. Et moi, je suis pour une diversité des acteurs qui travaillent en complémentarité. Et je pense qu'avec les chambres consulaires notamment, et qui sont avec des professionnels élus, on a tout un boulot à faire et intérêt de bosser ensemble, ce que je disais avant, et d'échanger, et aussi sur nos divergences. Parce que je pense qu'il y a aussi plein de points de convergence. Et puis, vu la taille du défi, vous avez de quoi faire. Tout à fait. Jérémy, sur la ceinture verte, cette question de l'attractivité dans les métiers, notamment du maraîchage, parce que c'est ce qui vous concerne là, à l'échelle très territoriale, c'est un sujet ou pas ? Comme ce qui a déjà été évoqué sur le maraîchage, il y a des porteurs de projets qui se présentent en masse. Aujourd'hui, à la ceinture verte, nous, on a un des objectifs qui est l'installation, mais l'installation réussie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des objectifs très clairs économiques pour les gens qui s'installent avec nous, c'est de se dire ils vont au moins avoir un SMIC dès la première année. Aujourd'hui, beaucoup arrêtent là, après 3 ans d'installation. Je ne sais plus les chiffres exacts, mais c'est presque la moitié arrête au bout de 3 ans d'installation parce qu'ils s'épuisent, qu'ils n'ont pas eu les investissements, pas eu l'accompagnement, ou qu'ils n'ont pas la juste rémunération. Donc nous, la question de la rémunération est centrale. C'est pour ça qu'on a aussi tout le dispositif d'accompagnement qui va avec. Et c'est là aussi où il y a tout un travail avec les porteurs de projets, puisqu'aujourd'hui, nous, il y a quand même plus de 5 à 6 rencontres avec les porteurs de projets. On a une chargée de relations porteurs de projets au niveau national. Et d'échanger avec eux sur cette dimension économique, qui n'est pas le tout de l'installation, hein, parce que le but, c'est de trouver cet équilibre de vie. Mais on voit quand même majoritairement beaucoup de projets d'installation qui se pensent plus en autonomie alimentaire, notamment dans le maraîchage, qu'en acteur économique et dans une vraie... Même les paysans se pensaient en entrepreneurs, parce qu'il y a une dimension de prise de risque, il y a une dimension économique qui reste le lot de tout fonctionnement de ferme. Donc ça, pour nous, c'est vrai que quand on échange avec eux, on a des porteurs de projets qui sont installés dans d'autres coopératives de territoires similaires. Là, on en a 11 en France qui sont installés il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, ont 80 000 euros de chiffre d'affaires, ont un SMIC, partent en vacances l'été. Donc cette viabilité, vivabilité, pour nous, est essentielle. Et arriver à déconstruire peut-être aussi des projets. On a des porteurs de projets qui ont dit on a déconstruit en échangeant avec la ceinture verte notre projet, mais pour trouver l'équilibre qui nous manquait dans la vision qu'on avait. Dans le projet initial. Voilà. Et du coup, on n'est pas, nous, dans l'installation à tout prix. Et c'est pour ça que quand on dit attractivité, installer, moi je rajouterai un mot, c'est installer dans de bonnes conditions et de manière pérenne. Voilà. Je vais laisser la parole à Rémi, parce que je pense que tu portes à peu près le même discours, et puis peut-être aussi compléter la vision ou la question de l'attractivité sur les sujets de l'élevage, parce que ce n'est pas un petit sujet. Alors, plusieurs choses. Merci Jordan de rappeler qu'on est des acteurs importants. Je pense que voilà, après, c'est sans occulter le fait que les chambres d'agriculture, c'est aujourd'hui le premier financeur de l'installation, notamment sur le dispositif avec la dotation jeune agriculteur. Donc c'est quand même pas rien. Et les premiers acteurs, en tout cas, sur l'accompagnement, plus que sur l'installation, puisqu'il y a ce que porte Terre de Liens, et notamment en termes ou la ceinture verte, en termes de mise à disposition de moyens, c'est complètement... Enfin, c'est un autre dossier quand même, quoi, je veux dire, et c'est pas rien pour un jeune qui s'installe. Je reviendrai sur deux mots qui ont été dits, en tout cas, ou 2 formulations. Sur l'environnement. L'environnement, je pense qu'il n'y a pas d'environnement sans agriculteur. Aujourd'hui, il est ce qu'il est, et on peut le décrier, mais on peut aussi se satisfaire quand même du fait que tant qu'il y a de l'agriculture, il y a une part de l'environnement qui est encore présente. Et sur le fait de se réaliser, je crois que c'est quand même le sujet du moment. C'est-à-dire que si hier, on avait des jeunes qui venaient beaucoup plus dans le dispositif installation par
nature en fait, par. Ce que disait Vincent, on essaie. Ça va de soi, quoi. Ouais, voilà, voilà. on est paysan et puis on le devient forcément puisque on est né comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a l'aspect de se réaliser. Pour nous, l'enjeu, il est que les jeunes se réalisent, mais avec de la technique et de l'économique. C'est-à-dire qu'il faut quand même que les projets soient viables et vivables. C'est une évidence. Et que ce soit durable. Parce que si ça ne dure pas, l'attractivité du métier ou l'image du métier, elle sera dégradée de fait parce que ça ne va pas durer et que un jeune sera venu au métier en se cassant les dents. Simplement, Vincent, par rapport à ce que tu as souligné sur le fait qu'on ait plusieurs acteurs autour de l'installation, je crois que c'est une évidence. Et l'enjeu fait qu'on est... Enfin, il faut se parler et il faudra qu'on se parle plus qu'on ne l'a pas fait hier, demain, pour réussir et relever les enjeux qui sont face à nous, parce que c'est une réalité aujourd'hui. Et sur la question de l'élevage et de la nécessité d'installer ou de renouveler dans des zones où on ne peut pas faire grand-chose que de l'herbe, c'est un problème aujourd'hui ou... Alors, si je voulais être simpliste, je dirais qu'il y a le panneau photovoltaïque. C'est une réalité aussi qui nous pend au nez, hein. Faut être clair, mais ça se mange pas, voilà. Donc du coup, c'est clair que l'élevage aujourd'hui, l'enjeu qui est porté par l'élevage, c'est l'occupation du territoire. Là où il y a des vaches et des moutons, ça occupe quand même des grandes surfaces et ça entretient des grandes surfaces. Qu'on le veuille ou non, ils sont aussi consommés à la fin, donc c'est une finalité alimentaire pour les consommateurs que nous pouvons être. L'enjeu de ces filières demain, c'est que, je crois qu'on est arrivé à un tournant, hein. L'autosuffisance dépassée, même qui nous permettait d'exporter sur ces produits-là, est plus que jamais derrière nous. Je pense qu'on va approcher d'ici fin 2022 le sujet sur une filière qui est complètement hors sol, hein, et à laquelle je suis attaché, puisque c'est la production porcine. Je pense qu'on va passer en dessous du seuil d'autosuffisance à la fin de l'année. Donc c'est un sujet qui n'est pas négligeable. C'est là qu'il faut voir le défi, en fait. C'est qu'on continue de consommer. Tout à l'heure, je voyais dans la conférence d'introduction les prévisions de l'ADEME et dire manger 3 fois moins de viande. Ok, mais qu'on mange au moins de la viande locale et qu'on puisse encore continuer à l'avoir demain. Ça fait travailler des hommes et des femmes sur tout le territoire et bien au-delà de l'agriculture. Alors, pas à n'importe quel prix, pas au détriment de la rémunération des agriculteurs. Donc voilà, c'est aussi ça l'enjeu, c'est que je pense que l'élevage aujourd'hui est pas décrié, mais pâtit de son image, dans le sens que en filière longue, on n'a pas assez gagné notre vie. Faut pas avoir honte de le dire quand même, quoi. Mmh. Sur cette question de l'attractivité, est-ce que vous avez des réactions ou des questions à poser à nos intervenants, pour les gens qui sont dans le public? Madame, si on peut lui faire passer un micro, si vous parlez fort, peut-être qu'on va vous entendre. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la proposition d'Henri Landès sur le service agricole. La proposition de tout à l'heure? Alors, sa proposition, elle n'était pas d'être agriculteur un mois ou une année, mais c'était au moins de mettre les pieds dans la terre pendant une période plus ou moins longue. Exactement, pour qu'on sache de quoi on parle. Alors, le stage pour moi ne sera, et pour JA, ne sera jamais une réponse au manque de main-d'œuvre. La réponse au manque de main-d'œuvre, c'est le manque de rentabilité de nos productions qui ne nous permet pas de payer des gens pour travailler chez nous. Il ne faut pas se tromper sur le truc, parce qu'après, sinon, on va commencer à rentrer dans des travailleurs non déclarés ou des trucs comme ça. Et puis pour ceux qui poussant le vice, quoi. C'est-à-dire, en gros, le stage, c'est pas une réponse. Le stage, c'est de la découverte et c'est de l'apprentissage. Donc, oui, à la limite, qu'on puisse accueillir des gens qui viennent, qui ont envie de découvrir ce que c'est. Après, de le rendre obligatoire, moi, si je prends mon cas personnel, j'ai eu toujours un rapport très compliqué à l'obligation.
Si on me dit c'est obligé d'aller dans un stage, je suis pas sûr que je le prenne bien. Mais qu'on le rende accessible, pourquoi pas. Et j'ai envie de dire, même ça serait peut-être bien Après, il faut que ça soit cadré, que ça soit dans des fermes qui soient suivies pour pas qu'il y ait des dérives qui peuvent arriver. Mais voilà, moi je prends beaucoup de pincettes. Non, jamais le stage ne sera une réponse au manque de main-d'œuvre. C'est hors de question et c'est pas périn et pour moi ça signe la fin de l'agriculture. Enfin, voilà. Camille ? Alors moi, je trouve que je te rejoins totalement sur le fait que ça va pas être une réponse pour le manque de manœuvre. En revanche, je pense que ça peut être une vraie réponse pour susciter des vocations. Dans un monde, on le disait dans la table ronde tout à l'heure, où une grande majorité de la population vit en ville, les personnes de ma génération n'ont pas forcément un lien avec l'agricole. À l'époque, on avait tous un parent, un grand-père agriculteur, c'est de moins en moins le cas. Et donc on perd en fait ce lien à la terre qui fait que le week-end, on a les pieds dans la ferme. Et en fait, moi, ce service agricole, je l'ai fait. J'ai fait une école de commerce, je suis tout juste diplômée de HEC, et j'ai fait un service agricole pendant 1 an, dans 11 fermes. Et depuis, je suis totalement mordue et je garde les pieds dans l'agricole. Donc je pense que ça peut être vraiment une solution pour donner goût et faire goûter justement les métiers de l'agriculteur au sens large à des personnes qui n'auraient pas forcément pensé à cette voie-là comme orientation. Jérémy, tu as pris le micro aussi, oui. Oui, moi c'est vrai que je prendrais aussi l'angle de dire par rapport aux porteurs de projets qui se présentent régulièrement nous, des reconversions aussi professionnelles, je pense que c'est important de côtoyer la réalité du métier, d'être dans un pragmatisme aussi de ce qu'est l'agriculture, parce qu'il faut la sacraliser, il faut remettre le métier avec une belle image et montrer ce qui est beau dans ce métier, parce que c'est un métier nourricier, c'est un métier qui est essentiel à nous tous. Mais d'un autre côté, souvent dans ces récits de sacralisation, je reprends le mot, mais on en vient à oublier aussi le pragmatisme et la réalité et la dureté de ce métier. Et il est bien de penser faire pousser des légumes, mais quand on se réveille le matin et qu'il y a un orage de grêle, qu'il n'y a plus rien, quand il y a des attaques parasitaires, etc. Donc on est sur je pense, un besoin de retour à une réalité et combiner ça avec la valorisation du métier. Mais moi, je suis favorable à ce que, au moins les porteurs de projets prennent un temps significatif, et c'est pour ça que les espaces tests sont très importants sur nos territoires, pour regoûter à la réalité du métier, la difficulté du métier. Ça reste un métier difficile, même si c'est un beau métier. Rémi, tu veux le compléter ? Moi je trouve l'idée intéressante dans le sens que on va, pour le coup, à mon avis, désacraliser l'agriculture. C'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'agriculture entre nous, entre guillemets, même si les hors cadres familiaux, pardonnez-moi du terme, mais c'est une façon de dire que les jeunes qui viennent qui sont extérieurs au monde agricole quand ils s'installent sont de plus en plus nombreux. C'est une réalité, 40% à peu près aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut se dire que tout ce qu'on défend là, et on est presque... On évoque déjà pratiquement le stage comme de l'opérationnel et du test avant réalisation de l'installation. Moi, je pense qu'il faut déjà, comme ça a été proposé tout à l'heure, toucher du doigt ce métier et se rappeler qu'avant d'avoir une brique de lait sur la table, il y a une vache à traire et un veau à élever techniquement. Ou de faire pousser un légume, je le dis souvent en plaisantant, mais la terre, elle est basse tous les jours. Et 365 jours par an, et avec ces aléas climatiques, il faut que les gens déjà se rendent compte de ces réalités. Donc moi, je suis favorable à ce service-là, dans le sens que ça remettra un petit peu de pragmatisme dans l'approche de l'agriculture. C'est ça dont on a besoin, parce qu'aujourd'hui, nos détracteurs... entre guillemets principaux, ils savent même pas ce que c'est, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils savent même pas ce que c'est l'agriculture en elle-même et celle qu'on pratique tous les jours. Voilà. Une autre réaction ? C'est bon. Moi, juste pour ma part, évidemment qu'il faut. Je vais dans le sens de Rémi. Moi, quand j'étais éleveur laitier, juste pour l'anecdote, j'ai vu des gens arriver chez moi et me demander pourquoi on faisait faire des veaux aux vaches. Je lui ai répondu, mais madame, quand est-ce que vous faites du lait ? Enfin voilà, c'est aussi bête que ça, mais on en est à ce niveau de déconnexion. C'est même pas de l'agriculture, c'est du vivant. Pour moi, c'est même plus une question agricole derrière ça. Je voulais aborder avec vous un deuxième enjeu.
avec sans doute deux discours qu'on entend. Quand on vous écoute, et puis même moi, je suis issu d'un territoire où la ressource foncière, elle est relativement disponible, donc il y a de la place pour s'installer, on manque même de porteurs de projets. En même temps, quand on entendait tout à l'heure Laurent Riotor nous dire qu'un des thèmes de friction ou de frottement, c'était le foncier, c'est quoi la réalité derrière cette question du foncier? Est-ce que c'est vraiment un problème ou pas? C'est quoi la situation, Jordan, aujourd'hui? Alors, faut pas se leurrer, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème, parce que même nous, à JA, on a souvent des remontées sur le problème. Après, c'est peut-être un problème de visibilité de la disponibilité ou de la ressource, parce que c'est vrai que on n'est pas toujours au courant qu'il y a du foncier qui se libère, ou alors ça ne nous intéresse pas. Enfin, le problème, en fait, pour moi, on ne l'a pas encore identifié, on n'arrive pas à le toucher du doigt. Alors bon, il y a quand même une concurrence qui est là. Faut pas nier que l'agrandissement est un bout de la pression. C'est pas forcément l'agrandissement à outrance, mais c'est ah ben là, cette parcelle, elle est au milieu du mien, ben je le prends. Et c'est des trucs. Après, il y a plein de petites choses. Il y a l'étalement urbain, la forêt qui gagne en France, qui prend de plus en plus de place aussi, qui bouffe du foncier agricole. Il y a plein de trucs qui se passent. Alors là, c'est petite échelle aussi, mais ce qui peut se passer dans les campagnes, là, c'est agrandi après le post-Covid, c'est je veux tout plaquer en ville et j'arrive à la campagne, j'achète ma maison et il me faut 1 ou 2 hectares de terrain pour être bien, pour être tranquille. Mais c'est 1 ou 2 hectares de terrain, souvent ils sont sortis de l'agricole. Pas tout le temps, mais souvent. Et ça fait des choses, et plein de petites sommes de choses comme ça. Un départ à la retraite, je garde ma maison et un petit hectare autour, comme ça, je garde un peu de valeur. Et pour moi, on est peut-être un peu tous coupables sur ce qui se passe, mais de là à dire j'ai la réponse, il faut faire comme ça, non. Je ne saurais pas dire comment, parce que le foncier, on ne peut pas le créer, à moins que quelqu'un ait trouvé une façon de couper des couches. On va bientôt aller sur Mars, a dit Elon Musk. Non, mais c'est ça, c'est une ressource finie. Et qui a tendance plutôt à décroître qu'à augmenter. Donc bon, il y a quand même un projet de zéro artificialisation des sols d'ici 2050, mais on n'est pas encore en 2050. Et jusque-là, ça va continuer, et c'est vrai que je sais pas... Et tu disais aussi par rapport au foncier, en préparant la table ronde, qu'il y avait sans doute un enjeu du rapport que les propriétaires aujourd'hui entretiennent au foncier, avec des gens qui autrefois restaient propriétaires, des agriculteurs en place qui pouvaient louer via le fermage ce foncier-là, et aujourd'hui des propriétaires qui se désintéressent de leur foncier quelque part et qui vous obligent quasiment à acheter. Alors oui, c'est ça aussi, et c'est vrai que là, je pense qu'avec Terre de Liens, peut-être on va se rejoindre, c'est que un foncier, du terrain qui se vend sur une ferme, mais quand on n'a pas les moyens d'acheter, on est un peu pris à la gorge, et des candidats, on en trouvera. Et moi, enfin, j'ai 2 hectares à moi, je crois, sur ma propriété, sur les 20 hectares. Sur les 20 hectares, voilà, j'ai 10%. Mais tous mes propriétaires se décident en même temps de dire, allez, on vend. Je suis pas sûr de pouvoir les acheter, quoi. Le reste, et du coup, qu'est-ce que je fais? Alors que je sais que des candidats, il y en aura pléthore, hein, les propriétaires, là, ça va bien. Les autres, les voisins, ils vont bien se battre pour aller les chercher, ces hectares. Donc voilà, il y a un jeu, on est parti dans un truc où la propriété devient un truc important, qui n'était pas avant. Avant, les terres, on les avait en fermage. On les achetait des fois en fin de carrière. Je vois, si je prends mon père qui est encore en activité, lui, j'envie presque sa ferme, parce que lui, il est quasiment propriétaire de toute sa ferme, sauf qu'il a 2-3 ans de la retraite. Moi, je commence juste, j'ai mes 2 hectares, j'ai 10%. Alors, j'espère arriver à rester en place sur toutes mes terres et pas en perdre, mais on a un rapport à la propriété qui change, un rapport au foncier. On a l'impression que dans nos campagnes, la terre vaut quelque chose, prend de la valeur, parce que dès qu'une terre passe à constructible, elle passe, c'est simple, nous c'est en moyenne 50 centimes du mètre carré sur de l'agricole, 110 € le mètre carré en constructible. Alors il y a plein de choses qui font que, attention, un hectare de terre, ça vaut, pour le peu que ça soit attaché à une maison, en vendant, je coupe, je mets une maison en plus. Enfin, vous voyez, je ne sais pas si on voit, mais c'est cette pression-là où on a changé, et les propriétaires de foncier n'ont plus la même attente par rapport à leur terre. Avant, c'était... moi, j'ai encore un propriétaire qui a 85 ans, qui est agriculteur. Quand il trouve que mes terres ne sont pas entretenues à son goût, mais c'est limite s'il ne me brandit pas la menace de me les enlever.
Parce que lui, les terres qu'il avait, et dans son temps, il fallait qu'une terre elle soit bien entretenue, bien propre, bien productive. Aujourd'hui, il y en a qui s'en foutent, c'est juste d'avoir de la terre en espérant que ça passe constructible. Et peu importe ce qu'on y fait dessus. Mais c'est ce rapport-là qui met des tensions et on se déconnecte. Enfin, une terre agricole, ça vaut 50 centimes du mètre carré. Voilà. Vincent, chez Terre de Liens, comment on aborde, parce que vous êtes aussi une foncière, et puis vous n'êtes pas la seule, il y en a d'autres, il y a Terrafine, et enfin, on voit bien qu'à travers les acteurs qui se créent, c'est forcément un enjeu, sinon ils ne seraient pas là. Donc, comment vous abordez ce sujet-là? Et pour rebondir aussi par rapport à ce que dit Jordan, est-ce que la propriété foncière agricole, c'est une fin en soi, pas nécessairement? Enfin, comment vous abordez le sujet? Moi, je l'ai dit un peu au début, Terre de Liens, on a une approche où nous, on a 2 maîtres mots, c'est préserver et partager la terre. Et du coup, on est sur une question de la terre bien commun. Donc, il y a la question des communs et comment on l'utilise. Et de l'usage. Et du coup, on est vraiment sur ce qu'on va appeler la propriété d'usage et non pas la propriété d'abusage. Donc, on est sur les notions d'usus, abusus, fructus. C'est celui qui travaille la terre qui en récolte les fruits, si je vais vite. Et parce qu'il y a des enjeux énormes. Là, je regardais. Alors, je vous invite à aller le télécharger. On est sur notre site, là, l'état des terres. Si vous voulez des chiffres, je ne vais pas aller rentrer trop là-dedans. Mais quand même, on a perdu 12 millions d'hectares en 70 ans. On est passé donc on doit être à 25 millions d'hectares aujourd'hui de SAU, un truc comme ça. Donc on est passé de 37 à 25. On en a perdu la moitié, enfin le tiers, c'est assez dingue, qui sont artificialisés. Et artificialisés, ça ne veut pas dire forcément imperméabilisés. Parce qu'il y a mais il y a quand même, je crois qu'on est, alors j'avais regardé les chiffres là justement avant de venir, c'est 2 tiers des sols qui sont imperméabilisés. C'est-à-dire qu'il y en a un tiers, quand on dit artificialisé, il faut voir ce que ça veut dire. Les jardins publics, par exemple, c'est de l'artificialisation. Le golf aussi. Donc du coup, mais quand les sols, alors, déjà c'est un moindre mal si on est sur du jardin ou de la forêt ou machin, mais si on est sur des sols imperméabilisés, il faut savoir que j'ai pris cet exemple-là parce que les questions d'accès à l'eau, alors moi je vis à Saint-Afrique, j'ai vu des hameaux qui avaient plus d'eau cet été, dans le sud c'était encore pire, en PACA, là, il y a des zones où ça a été terrible, pour les éleveurs d'ailleurs. Donc quand on coupe les sols de leur rétention en eau, c'est terrible parce qu'un mètre cube de sol poreux peut contenir 100 à 300 litres d'eau. C'est-à-dire qu'on le perd, ça, dès qu'on imperméabilise. Et ça, pour revenir en arrière, enfin, c'est mort. Enfin, il faut, je ne sais pas combien de vies, moi. Donc ça, c'est la première chose sur la préservation. Alors, je ne parle pas de biodiversité, de captage de CO2 avec les prairies. Et là, je rejoins l'importance de l'élevage en extensif, etc., pour avoir des prairies pour pouvoir capter du CO2. Et puis après, c'est la question de la préservation. Et sur le partage, je le disais un peu avant, mais l'accessibilité à la terre, tu l'as dit un petit peu Jordan, c'est-à-dire que quand on n'est pas issu du milieu agricole, et je crois qu'aujourd'hui au niveau national, on doit même être à 60% des accueils en point accueil installation qui sont des non issus du milieu agricole. Ça ne fait qu'augmenter. Et du coup, quand on n'a pas, déjà il y a une problématique d'accès à l'information. Mais on a de la chance quand même en France, c'est qu'il y a un répertoire départ installation. Nous on a mis en place, alors ça je vous invite à aller le voir si vous êtes porteur de projet ou pas d'ailleurs, si vous avez des terres à donner, nous on est preneurs, ou à louer, ou à vendre. Il y a un petit site qui s'appelle Objectif Terre, qui est un petit bon coin. Au début, on s'était amusé à faire des petites annonces à la con, terre, machin, cherche. Et du coup, ça a super bien fonctionné. Je ne sais plus à combien, on est une dizaine de milliers de visites, mais ça fonctionne, donc allez-y. On a la chance aussi, parce qu'il y a un autre point, tu l'as un peu dit, c'est la spéculation foncière. Nous, on est là pour lutter contre la spéculation foncière. Il y a une taxe sur la mutation des terres agricoles en terrains constructibles, qui est une taxe dont vous bénéficiez. Donc on avait ici à un moment donné, ça n'avait pas marché avec la FNSAFER d'ailleurs pour pouvoir le faire. Mais cette taxe, elle est trop basse. Il faut la réélever, la taxe sur la plus-value pour éviter l'artificialisation. Parce que sinon, c'est jackpot. Et puis tu ne parles plus d'artificialisation nette, je vais y arriver, mais d'artificialisation tout court. Tout court. Donc du coup, il y a ça. Et on a la chance, en plus, on a de la chance en France, c'est qu'on a les SAFER. On n'en a pas parlé sur le foncier. Si on n'avait pas les SAFER, nous, on a un réseau européen, partout ailleurs en Europe, mais c'est 1000 fois pire. On est le pays où le foncier agricole est le moins cher, évidemment. Oui, mais parce qu'il y a une régulation par la SAFER. C'est-à-dire dans les années 60, avec une structure de régulation, ils nous regardent avec des yeux comme ça, ils nous prennent pour des bolcheviks quand on leur parle de comment ça se passe ici, avec une structure qui est capable de faire de la préemption sur des terres. Enfin, pour eux, c'est complètement dingue.
Et du coup, ça, c'est important à dire parce que souvent, on nous oppose là, les uns les autres, alors que non, on travaille ensemble. Et la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes donne un gros coup de main à Terre de Liens Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple. Et ça peut être... Donc, il y a la préservation, la spéculation sur laquelle on lutte, et l'accessibilité pour toutes et tous, que ces terres augmentant, et quand on est non issu du milieu agricole, avoir accès à l'information. Moi, je viens d'un village du sud de Mayenne, moi, j'ai l'information si je suis du village. Si je ne suis pas du village, je n'ai pas l'information sur les terres qui se libèrent. Et puis en plus, ils se sont déjà mis d'accord entre eux, ce que tu racontes un peu, pour se les partager, parce que derrière, il y a les aides à la PAC. Parce que la PAC, elle fait mal aussi là-dessus, sur les aides à l'hectare. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on va à la pêche à la surface pour avoir des aides supplémentaires, quand on est à 1 000 € l'hectare, c'est naturel, j'ai envie de dire presque, même si ce n'est pas génial, mais c'est humain, on va dire. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre ? J'avais noté un autre truc, il me semble. Non, mais c'est bon. Julien, comment vous abordez ces sujets-là, vous, au sein de Rhizome, quand vous installez? C'est un sujet, le foncier ou Oui, c'est un sujet. Je confirme les propos sur l'accessibilité. Effectivement, il y a un déficit d'accès à l'information quand on n'est pas issu du territoire. C'est très compliqué de savoir qu'une terre va se libérer. Parce qu'une fois qu'elle s'est libérée, c'est déjà fait. L'affaire est pliée. De ce point de vue, il y a encore des mentalités à faire bouger. Je suis bien d'accord, et les chambres sont des partenaires. Nous, en région Normandie, le schéma régional, le SR2R, donc le schéma régional qui permet, dans les instances départementales, de départager des situations de concurrence. Quand on a des gens qui viennent, plusieurs se présentent pour prendre une terre. Notre schéma régional en Normandie favorise l'agrandissement, la consolidation des exploitations et non plus maintenant l'installation. Bon, ça pose question, ça pose vraiment question. Je crois que c'est pas dans toutes les régions que c'est comme ça, mais à un moment donné, dans notre région, ça s'est traduit comme ça. Donc il y a encore des choses à faire bouger. Je trouve que, alors, nous on défend un autre modèle. Jordan parlait du salarié en agriculture. Si on devait prolonger cette question-là, il faut bien avoir à l'esprit que dans la carrière d'un agriculteur, la retraite, on cotise chaque année, mais on cotise relativement peu, et à la fin, à la retraite, on n'a pas grand-chose. Donc on va s'assurer ses vieux jours en vendant son cheptel, en premier temps, ses bâtiments, son tracteur, ou ses tracteurs, et puis la terre. La terre est une rente, c'est pour ça qu'on l'acquiert au fur et à mesure de sa carrière, pour pouvoir s'assurer ses vieux jours. Donc en fait, il faut bien avoir à l'esprit que l'entreprise agricole, à la différence d'une entreprise classique, elle a une vocation patrimoniale. Une partie de la richesse qui est produite chaque année va permettre à l'agriculteur de s'asseoir, d'avoir un capital qui va pouvoir valoriser. Mais alors le problème, c'est que c'est les générations d'après qui s'endettent, qui va, du coup, peut se payer et puis acheter petit à petit son outil de production pour après la génération. Voilà. Donc on est dans un cercle sans fin. Moi, mon point de vue, c'est que en agriculture, on a une caisse mutuelle qui s'appelle la MSA, qui est gérée par les agriculteurs. Appuyons-nous dessus pour sortir un peu de la spirale de l'endettement. Restaurons les cotisations sociales sur les rémunérations et misons sur des retraites valables. Ça évitera d'endetter la génération d'après. Donc je serais pour sur cette question du capital, une mise à plat, surtout que décapitalisation. Voilà, décapitalisation, dépatrimonialisation. Là, l'enjeu il est majeur. On se retrouve avec des niveaux d'exploitation où il faut sortir 500 000 € pour s'installer. On dort pas bien la nuit. Du coup, j'ai juste une petite vérité à rétablir. Je mets une petite casquette d'élu MSA. Le système de retraite MSA, c'est celui qui est le mieux rémunérateur. 1 € cotisé, c'est celui qui paye mieux que le régime général. C'est juste qu'on a des statuts différents en agricole, qui sont le forfait ou le réel. Et la défiscalisation. Et voilà, c'est là où je suis d'accord. C'est là où on rentre sur un truc, c'est que pour moins payer de cotisations, parce que le monde agricole est fait que payer des cotisations retraite, en fait, on les paye d'un coup. C'est par 3 tranches, on a 3 appels, et quand on a une ferme qui gagne pas mal, et ça fait des gros montants et on a l'impression que c'est de l'argent perdu. Et du coup, le jeu, c'est on investit. Pour moins payer,
trucs un peu comme ça, et au final, on se retrouve le serpent qui se mord la queue. Et ben, on a moins cotisé, on a moins de retraite, on a un gros capital investi et un gros capital à revendre. Mais c'est voilà, c'est juste qu'il faut avoir bien conscience, et je voulais juste pas laisser dire que la MSA était un mauvais régime. C'est juste qu'il faut faire attention à comment on l'utilise, et voilà. Mais après, par contre, c'est vrai sur le forfait agricole. Alors moi, je suis au forfait, j'en suis très content. Je sais que j'aurai pas beaucoup de retraite, mais ma ferme fait que de toute façon, au réel, même au réel, ça n'aurait rien changé. Ah non, mais au réel, c'est surtout que j'aurais encore moins de rémunération, moins de salaire, et je paierais plus de MSA que maintenant, et au final, j'aurais moins de rémunération. Donc, il vaut mieux rester au forfait. C'est l'équivalent, enfin, ça s'appelle plus forfait, ça s'appelle micro-BA. C'est l'équivalent du micro-BIC pour ceux qui connaissent un peu. Qui sont entrepreneurs. Voilà, les entrepreneurs, voilà, c'est ça, et on est à peu près ça. Le truc, c'est que derrière, il faut être prêt à ne pas avoir de retraite. Enfin, 800 €, entre 800 et 1000 si on a fait que ça dans notre vie, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, je ferai peut-être 800 € à ma retraite, mais j'y suis pas encore. On va revenir sur cet enjeu du capital et de la décapitalisation tout de suite après, mais juste pour finir sur le foncier, Jérémy ou Camille, vous abordez ces sujets de foncier comment? C'est un problème déjà chez Éloi quand vous allez le foncier, comment vous l'abordez? Surtout sur les installations en grappe comme vous les conduisez par exemple? Je rejoins beaucoup ce qui a été dit, et pour rejoindre la remarque de Julien sur l'approche patrimoniale, c'est un réel problème dans la transmission des fermes, parce qu'en fait on fait la somme de tous les actifs et ça donne une valeur de la ferme qui est totalement décorrélée du réel et de ce que peut se permettre de payer un porteur de projet qui s'installe. En fait. Voilà. On n'a pas une valeur de reprenabilité. Faudrait un peu enlever le focus qui est un peu traditionnel, de se dire on a une approche patrimoniale parce qu'on a cotisé, les bâtiments valent le temps, ils sont neufs, etc. Et de se mettre dans les bottes d'un porteur de projet. Aujourd'hui, avec l'outil de production qui est transmis, combien on peut se permettre de payer pour être finançable par une banque et rembourser des annuités sur X années. Donc en fait, c'est aussi un gros sujet auquel on fait face aujourd'hui, de payer sa ferme à un juste prix pour pouvoir justement avoir une installation pérenne qui est un enjeu hyper crucial. Je rebondis juste sur ce que tu dis là parce que j'ai été agriculteur, donc j'ai un bâtiment aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui on tient compte du potentiel marché de reprise du foncier? Alors le foncier, on entend qu'il y a quand même toujours quelqu'un pour l'acheter. Si c'est pas un agriculteur, c'est un chasseur ou autre. Mais moi, propriétaire d'un bâtiment d'élevage laitier, ça vaut rien. Enfin, je veux dire, ça ne vaut que si tu as quelqu'un pour te le racheter. Et si tu y ajoutes le prix du désamiantage, s'il fallait démonter les fibros qui sont un jour dessus, ça vaut moins que rien. Donc comment vous faites ça? C'est quoi le rapport justement, financier par rapport à ça? Si on dézoome encore, il y a souvent une maison aussi qui est sur le site. Donc en fait, il y a deux approches. C'est soit je vais avoir une agence immobilière et je valorise ma maison, qui peut être une maison secondaire, et puis voilà, il y aura éventuellement, comme tu disais, Jordan, 1 ou 2 hectares avec, ça sera très joli pour mettre des chevaux. Soit en fait, je vais valoriser toute ma ferme comme un outil de production, et là, je valorise mes bâtiments avec. Donc en fait, là, il y a le juste équilibre à trouver justement pour valoriser ces bâtiments en tant qu'outil de production. Et donc pour rebondir sur ta question sur la grappe de ferme, c'est quelque chose qu'on propose chez Éloi. C'est que parfois, il y a des exploitations avec beaucoup de bâtiments, avec parfois 2 maisons, parce qu'il y avait la maison des parents, etc., qui est aussi à transmettre, qui est parfois assez éparpillée. C'est pas forcément des bâtiments qui sont trop proches les uns des autres. Et dans ces cas-là, pour proposer une meilleure valorisation de la ferme et permettre à l'agriculteur d'avoir quand même une retraite convenable avec ce qu'il a construit pendant toute une carrière, on propose d'installer plusieurs porteurs de projets sur un même site. Chacun est indépendant et à son compte, à son activité. Donc par exemple, un maraîcher qui va s'installer à côté d'un éleveur. Chacun va être propriétaire de ses bâtiments, mais va pouvoir développer des synergies, des échanges, des bons procédés. Voilà. Donc ça permettrait du coup d'avoir des fermes avec une grande complémentarité et des bâtiments qui sont utilisés pour installer plusieurs porteurs de projets sur un même site. Merci. Julien, vous avez une autre... Pardon. Jérémy, vous avez une autre approche, vous, puisque vous vous adressez plutôt sur du foncier de collectivité territoriale? Alors, on est sur les deux, sur collectivité et privée. Moi, c'est quand même un des gros morceaux de mon travail. C'est de faire ce travail pour les porteurs de projets, de trouver du foncier adapté à la culture maraîchère. Je dis bien adapté à la culture maraîchère. Et ce premier travail a été fait avec les collectivités associées, où, par exemple, je vous donne un ratio, on a identifié 400 parcelles libres de fermage de collectivité. 40 sur le papier regroupaient les conditions pour de l'installation maraîchage. C'était quoi les conditions? Alors nous, on a 5 conditions qu'on ne déroge pas. C'est qualité agronomique pour du maraîchage, accès à l'eau,
électricité, constructibilité pour les serres, les bâtiments d'exploitation, et puis carrossabilité, puisque même des petites fermes sont livrées, soit pour des plans ou des amendements, par des semi-remorques. Et donc de 400 parcelles à 40. Et sur ces 40, après visite terrain technicienne, puisqu'on a des techniciens qui viennent valider les fonciers, 4 seulement répondaient aux critères. Alors, le plus souvent, c'était problème... l'agronomique avait déjà été évincé dans les 40 présélectionnés, mais c'était des questions d'urbanisme. Voilà, comme les réseaux sont en périurbain ou à proximité d'habitation, c'est des lieux de tension foncière. Donc, ce travail... est très compliqué, donc reclasser des zones, surtout quand des collectivités sont en PLUI, ça peut mettre 2, 3, 4, 5 ans. Donc on voit qu'en fait c'est un vrai sujet de tension aujourd'hui. Moi, ce qui me permet aujourd'hui avec les collectivités, c'est qu'on fait un vrai travail stratégique foncier agricole avec les collectivités associées, où on identifie des zones, on travaille à de la reconquête agricole, dans le sens de se dire, voilà, il y a une certaine forme de pédagogie avec le foncier aussi, c'est par rapport aux élus, c'est de dire, voilà, pour le maraîchage, il faut telle qualité. Pour les céréales, quelle qualité. Pour l'élevage, telle qualité. Comment vous orientez votre politique agricole foncière sur ce territoire-là. Donc ça, c'est un des aspects. Et deuxième aspect sur le foncier privé, et c'est là, nous, on a, avec nos différents partenaires, on a les JA, on a la Chambre d'agriculture, on a Bio63 et d'autres acteurs de l'installation. On s'est doté d'une doctrine d'acquisition foncière sur du foncier privé. Donc nous, on ne viendra jamais en concurrence d'un projet d'installation viable économiquement. Voilà. Par contre, on se porte candidat sur d'autres parcelles et à ce moment-là, la force de notre dispositif, pour le coup, c'est qu'un porteur de projet souvent loupe les opportunités foncières parce qu'il a 15 jours pour répondre à un appel à candidature. Un porteur de projet, le temps qu'il refasse son plan économique en fonction de cette parcelle, qu'il fasse son plan de commercialisation, etc. En face, vous avez un agriculteur qui va s'agrandir et qui, lui, a déjà tout est déjà posé sur le papier. Et ben, il perd à l'appel à projet parce qu'il n'est pas, il n'est pas crédible vis-à-vis du comité qui va choisir le foncier. Donc nous, en fait, avec cette standardisation, j'aime pas ce mot, mais voilà, un modèle type de projet. Un modèle type et une garantie que nous allons installer des porteurs de projets non issus du milieu agricole en première installation, que nous allons effectuer un accompagnement renforcé pour la réussite économique. Voilà, on peut se positionner plus facilement et des fois on acquiert du terrain même avant d'avoir le porteur de projet, ce qui permet ensuite de proposer la ferme et que ce porteur de projet, voilà, dépasse un peu ces difficultés d'acquisition du foncier. Voilà, sachant que nous, on n'est pas à une dynamique de foncière, on acquiert seulement si besoin de foncier pour le porteur de projet et la majorité du temps, on est sur des baux amphithéotiques, sur les biens de collectivité. Et moi, j'aimerais juste partager aussi une autre réalité qui est plus locale, mais qui a une tendance à se développer. C'est aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs, notamment nous, en plaine de Limagne, qui est quand même un secteur à forte tension au niveau du foncier, puisque pas beaucoup de foncier, pression urbanisation. Oui, puis avec un potentiel agronomique qui est réel. Très grande qualité agronomique. On voit aujourd'hui que beaucoup d'agriculteurs, justement, se disent dans 10 ans, on dit oui, dans 10 ans, 50% partent à la retraite, ça va être libre, ça, vous allez voir, c'est formidable. Non, beaucoup disent aujourd'hui, moi, je ne vendrai pas et je ne louerai pas. Parce que si je loue, ils mettent à façon, en fait. Je suis plus propriétaire et je ferai exploiter mon nom. C'est-à-dire, j'aurai des salariés, je ferai exploiter. Ou en friche. Oui. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, en fait, on est dans des modèles très complexes au niveau du foncier et en fait, honnêtement, un porteur de projet seul aujourd'hui, sans une structure comme Éloi, Terre de Liens, Ceinture Verte, ou la Chambre, ou la SAFER, ou la Chambre, c'est très compliqué en fait d'accéder au foncier. Parce que même nous, structure, voilà, il y a beaucoup de freins à lever pour y arriver. Des réactions, des questions sur cette madame ou monsieur, pardon. Je vous vois pas bien, on allait. Désolé. En réponse à ce phénomène d'agrandissement des fermes. Et je voulais vous poser une question sur un point qui a été abordé rapidement, qui me paraît vraiment important. En fait, nous, dans notre programme, on organise un camp, on fait venir des porteurs de projets pour se rencontrer entre eux, rencontrer les fermes à reprendre de notre territoire en Normandie.
Et pendant ce temps, on a fait des petits ateliers de scénario de reprise. Donc en face, on fait travailler des porteurs de projets ensemble sur une ferme réelle. Et après, on confronte le projet de reprise à l'agriculteur. Et j'ai vraiment en tête un moment où le collectif du coup, qui a travaillé confronte son projet de reprise à l'agriculteur, Gilles. Gilles n'était pas prêt à ça en fait. Le projet c'était on diminue ta flotte des cochons de moitié et puis on fait plutôt une production de cochons en plein air, etc. Et en fait, ce que je voulais pointer, c'était l'aspect très émotionnel des agriculteurs dans les projets de reprise. Et notamment l'enjeu du coup qui a été dit tout à l'heure on a des personnes qui sont pas forcément issues du milieu agricole et qui ont envie de s'installer et qui ne souhaitent pas forcément reprendre les fermes en l'état. Il y a un enjeu de restructuration des fermes. Et du coup, mon point, c'est comment on accompagne aussi les agriculteurs eux-mêmes dans cette transmission, et comment ils procèdent dans cette relation avec les porteurs de projets qui n'ont pas la même vision qu'eux pour faciliter la transmission. Vous faites une super transition, je vais leur laisser la parole, mais c'est le sujet d'après qui est fondamental en fait. C'est comment on accompagne le projet au-delà des enjeux de foncier et d'attractivité du métier. Donc je vais vous laisser répondre et puis on rebondira derrière. Qui veut commencer ? Il y avait une autre question, on me dit. Monsieur. Moi, je voulais soulever un point qu'on a eu aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai changement dans la façon d'acheter les terres. C'est plus des hommes, ce sont des fonds d'investissement qui viennent investir chez nous. Et ces fonds, ils ont des moyens extraordinaires. Et en France, on est encore un petit peu protégé, on n'a pas encore les chiffres. Il y a François Pucerle qui travaille sur cette thématique-là. C'est lui que je citais justement sur le... Par contre, si vous allez voyager un petit peu au Portugal, vous avez des marais aujourd'hui d'oliviers, d'amandiers. En fait, on a tout saccagé, on a remis en fait, un modèle économique et uniquement économique, où on a viré l'agriculteur. Alors cet agriculteur qui avait des terres, qui avait bossé toute sa vie, qui avait peut-être parlé, mais c'est parce qu'on était au Portugal, et n'empêche que le mec, il a pris un gros ticket et qu'il y a peu de gens qui sont en dire non à ce truc-là. Et en France, on a cette grosse problématique qui est en train de... Donc, juste, je le soulève parce que quand on est construit pour être financier, on est construit pour un TNI. Et nous, ce dont on a besoin en France, c'est pas de TNI. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des sols vivants, dans des territoires, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on ne fait pas d'agroécologie... C'est un retour sur investissement. Juste pour précision, le TRI, c'est le retour sur investissement. Oui. Donc, effectivement, si on n'a pas des gens qui font ce boulot correctement, parce qu'aujourd'hui, faire de l'agroécologie, ça coûte des ronds. Et si on ne fait pas ça, un exemple, un point de matière organique dans vos sols, c'est 18 mm d'eau qui sont stockés. Normalement, il faudrait qu'on ait 10% à peu près. On est autour de 1 ou 2 pour chercher des terres aujourd'hui. Et 1 point de matière organique. Donc, quelle résilience mon territoire a ? Zéro. Voilà. Donc, c'était un sujet que je voulais dire parce que je pense qu'on ne se rend pas compte de la puissance de l'économie qui est en train d'arriver. J'ai été démarché par un fonds américain, l'enveloppe 1 milliard d'euros pour investir en Europe sur les terres agricoles. Merci de cette intervention. Et je rebondirai sur ce que vous dites parce qu'il y a derrière ça un rapport historique au foncier en agriculture où, quelque part, en tous les cas, moi, c'est ma perception. Avec les lois de structure agricole et tout ça, on a dégagé le monde agricole d'une forme de servage où on était des utilisateurs du sol avec des donneurs d'ordre qui n'étaient pas... moi, j'ai des grands-pères qui ont été virés 3 fois de leur exploitation parce qu'ils étaient juste même pas fermiers, ils étaient métayers. Et du jour au lendemain, ils quittaient avec femme et enfants l'habitation, l'exploitation, et on leur disait dehors. Donc on est sorti de ça très difficilement et très longuement. Et aujourd'hui, la question est de savoir dans quelle mesure on ne retourne pas vers ce genre de forme de servage de certains agriculteurs qui, comme vous le dites, peuvent très bien être mis dehors du jour au lendemain parce qu'il y a un fonds qui arrive ou une foncière ou même peut-être des acteurs de filières longues qui veulent sécuriser leurs approvisionnements parce que ça peut aussi être ça le format. Je vous laisse réagir sur les 2 interventions qui ont eu... Oui. Du capital. Bien sûr. Alors, foncier, on a parlé là-haut, monsieur, vous me rappelez juste la thématique ? La thématique, c'est l'accompagnement des agriculteurs
l'accompagnement et puis le mode capital complet. Allons-y. Pour rebondir sur la question de l'accompagnement des cédants, je trouve que c'est une très bonne question et j'ai envie de répondre par ça, notamment par l'anticipation. Trop souvent, on est contacté par des agriculteurs qui n'ont plus qu'un trimestre MSA et qui veulent transmettre une ferme, alors qu'en fait, l'agriculture, c'est un des seuls métiers où le lieu de vie est sur le lieu de travail. Donc en fait, l'accompagnement psychologique du cédant s'accompagne aussi de, voilà, on est au cœur des familles, des décisions conjugales pour la transmission de la ferme. Donc forcément que ça ne peut pas se prendre en un claquement de doigts. Donc c'est quelque chose qui s'accompagne. Et c'est vrai que, par exemple, encore hier, j'étais sur une ferme dans le 44. J'ai un cédant qui me dit je transmets ma ferme et tous mes bâtiments, mais par contre, ma maison qui est au centre de la ferme, je veux la garder. Et en fait, forcément, c'est la réaction intuitive, parce que c'est pas toujours agréable de déménager quand on a vécu et qu'on a grandi dans une maison depuis plusieurs dizaines d'années. Donc en fait, le cédant va pouvoir décanter son projet de transmission, va pouvoir comprendre et se mettre dans les bottes du porteur de projet, de se dire oui, c'est vrai que quand on est éleveur et qu'on s'installe, on veut avoir une maison sur le site. Et ça, il le comprend très bien, mais juste, il y a un vrai sujet de décantation du projet de transmission et d'accompagnement psychologique du cédant. Et pour que ce soit bien fait, je pense qu'il faut vraiment avoir le temps et ne pas être pressé dans la transmission pour justement laisser quelques mois parfois de décantation pour que le cédant soit prêt à inclure le bon périmètre dans la transmission. Ce que tu me disais d'ailleurs, Camille, en préparant, c'est que souvent les cédants qui arrivaient chez Éloi, en tous les cas au départ, c'était des gens qui étaient en échec de transmission parce que peut-être ils n'avaient justement pas assez préparé. Parce qu'ils mettaient une ferme pas forcément avec un bon périmètre, pas forcément au bon prix. Et parfois, depuis 3 ans, ils se cassent le nez. J'ai un cédant qui a reçu 60 porteurs de projets sur son site et 60 échecs. Parce que voilà, ça ne correspondait pas aux attentes des porteurs de projets. D'autres réactions sur ce sujet de la préparation des cédants ou... Moi, sur les cédants, je pense que je laisserai Rémi plutôt parce qu'il y a un truc avec la chambre, mais c'est sur les deux autres... Le foncier et le capital. Voilà, sur le foncier, en fait, il n'y a même pas besoin d'attendre des fonds étrangers ou des fonds de n'importe quoi pour avoir une hyper-marchandisation de nos sols. Il y a un truc qui s'appelle, on en parlait en rigolant tout à l'heure, le photovoltaïque au sol. Et donc nous, à GA, on combat fermement parce qu'on est en train de... Alors on ne sait pas encore comment, pour l'instant on dit non tout simplement, on sait qu'à un moment il va falloir qu'on trouve comment faire pour le limiter, mais on a le cas dans la région où on a un département, on a réussi à bloquer je crois donc toute la profession, déjà 300 hectares de photovoltaïque au sol sur un seul département. Et il en arrive tout le temps parce que justement on amène aux gars à la retraite, t'as rien gagné, t'as peut-être pas gagné beaucoup, ta retraite elle va pas être très élevée. Et ben moi j'arrive, tu me mets 1 hectare à disposition, enfin là c'était un 300 et c'est entre 2 et 4 000 euros hectare je crois la rentabilité du photovoltaïque, hop, et tu fais fortune. C'est quoi votre position par rapport à l'agrivoltaïsme, par rapport à ça ? Pas de photovoltaïque au sol. On couvre d'abord les bâtiments et après on verra. C'est clairement, après on demande, GIA National a demandé un moratoire sur l'agrivoltaïsme justement pour qu'on arrive à travailler parce qu'en fait on est en train de se faire démarcher beaucoup et ça arrive de tous les côtés et par plein d'opérateurs différents et chacun a sa proposition et c'est assez compliqué mais le problème des fonds d'investissement il existe, le problème c'est ce que je disais tout à l'heure, le foncier aujourd'hui c'est plus, ça devrait rien valoir. Et sauf que quelque chose qui vaut rien, quand il y en a qui arrivent avec, en promotant monts et merveilles sur du foncier, un truc qui rapporte pas grand-chose, enfin l'agriculteur, nous, quand on le travaille, on sait ce que ça rapporte, mais le propriétaire qui reçoit juste le fermage, ça fait pas grand-chose. Quand quelqu'un arrive à lui dire, finalement, tu peux gagner, en 20 ans, tu deviens riche avec ce que tu as. Forcément, en restant chez toi, sans rien faire. Vous vous rendez compte le rêve qu'on vend à des gens. Alors que il me dit mon petit fermier qui me laisse le fermage et qui me donne même pas. Enfin voilà, c'est le rapport au sol et au foncier rural agricole est en train de complètement changer et c'est vrai que c'est compliqué. Et là, nous en tout cas syndicalement et je pense que tous les syndicats sont d'accord avec ça. On bloque tout ce qu'on peut sur des trucs comme ça, mais il y a un moment, il en passe à la trappe. Parce que c'est des trucs qui se font sans qu'on le sache, sans que en loose day, sur des formes. Mais voilà. Ce que vous dites. Les affaires, normalement, les affaires arrivent à maîtriser. À maîtriser. Mais normalement, ça commence par un N et pourtant c'est avec un P. Oui. Justement, c'est un peu le propos, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce sont les femmes qui sont propriétaires, qui sont dans une recherche économique,
qu'est-ce qu'ils vont faire? De la production, pour emmener dans leur pays ou garder une position sur un produit, ou mettre des ENR, parce que de toute façon, en France, on a une énorme problématique, on n'aura pas de centrale nucléaire avant 2035, et que de toute façon, c'est sur ces terres-là que vont se développer l'ENR, que ce soit à travers de l'éolien, du photovoltaïque ou de la biomasse. Ça se développera là-dessus. Donc c'est là le double, j'allais dire, bague. C'est que c'est ces gens-là qui vont avoir la main sur notre alimentation, sur nos sols, la fertilité, les arbres, le cycle de l'eau, le carbone fixé et l'énergie. Et qu'on ne pourra pas les arrêter. Donc je dis juste, moi ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est, et en plus on a un combo gagnant, c'est qu'il n'y a plus de paysans qui vont les reprendre. Il n'y a pas d'agriculteurs qui sont là, et on a dit depuis qu'on est là, tout le monde dit on a des difficultés, tout le monde les comprend, il n'y a pas trop. Je voudrais qu'on aborde, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour aller jusqu'à la fin, on aurait plein d'autres sujets à aborder, cette question de l'accompagnement des porteurs de projets et aussi des cédants. Oui, Rémi, allez-y. Simplement, enfin, ça a été, le mot a été prononcé par Camille et le maître mot a été prononcé par Camille. Avant de parler de renouvellement, il faut parler de transmission. Et la transmission, elle se joue bien que s'il y a anticipation. Elle se joue bien parce que avec l'anticipation, on peut aussi préserver le foncier. Ça, j'en suis convaincu. Même si on est fermier, un agriculteur qui a travaillé toute sa vie des terres, s'il fait bien le travail, il arrive à convaincre des propriétaires à faire confiance à un jeune. Et ça, et notamment par rapport aux aspects de capitaux à reprendre, si on le travaille dans l'anticipation, l'éleveur laitier demain, qui a 50 ans et qui va venir à la chambre d'agriculture ou qui va arriver à pousser la porte à 50 ans, et ben on va peut-être lui dire, voilà, tu as un outil qui est comme il est, hein, il peut déjà être multiple en production laitière, mais peut-être que c'est pas la peine de mettre un robot que tu vas mettre 15 ans à amortir, prends plutôt peut-être du salarié agricole, investis sur du salarié agricole pour te soulager le dos, finir ta carrière, tout ça. Pour aussi peut-être envisager que ce soit un repreneur potentiel demain sur ta grande exploitation, mais surtout pour dire que demain, ta salle de traite, elle aura plus 15 ans, elle aura 20 ans ou 30 ans, elle vaudra 0. Si le jeune ne veut pas faire du lait, il pourra faire autre chose avec sa ferme, avec ta ferme. Et ça, plus on en parle tôt, plus aussi l'idée elle passe. Parce que c'est certain que quand vous débarquez dans une ferme avec un exploitant qui a 60 ans, qui a investi, qui a travaillé là, qui a investi pendant toute sa carrière, sur environ 40 à 45 ans, lui dire écoute, demain c'est tout bon à foutre à la benne, on va faire des légumes, t'as rien compris, et puis on va mettre des vaches allaitantes et puis ça fera bien le travail pour une exploitation laitière, c'est pas tout à fait entendable. Et il faut aussi en être conscient. Juste, ça fait 20 ans que les démarches de préparation ou au moins de sensibilisation des cédants existent avec le courrier MSA à 50 ou 55 ans. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne crante pas dans ce public de cédants ou de futurs cédants? Ils ne veulent pas voir la fin d'activité arriver. C'est quoi le sujet? Et je pense qu'au fond, c'est la même chose qui fait qu'on assiste à un retour à la terre, pour reprendre le propos. C'est qu'il y a un attachement au sol et il y a un grand sens dans ce métier. Et du coup, ce qui génère ça, en fait, c'est que les agriculteurs qui ont travaillé toute leur carrière dans une ferme, ils y sont attachés, et ils sont attachés à ce qu'ils font. Et finir, c'est pas la préoccupation en fait. Arrêter leur métier, c'est pas la préoccupation. Mais c'est aussi l'enjeu de demain pour contenter ceux qui veulent revenir à la terre après 20 ans dans un autre métier. C'est comment on fait pour contenter cet attachement qui est peut-être pas le même que celui des outils en place. Et puis peut-être que finir, c'est justement transmettre. Enfin, ne pas finir, c'est transmettre, plutôt. C'est aussi un métier qui finit jamais. Enfin, c'est une histoire de génération, mais c'est jamais fini. Vincent ? Oui, parce qu'il y a une grosse différence avant. Je disais qu'on est ces paysans. Enfin, on est ces paysans, les grands-parents, ils restaient sur la ferme, ils mouraient sur la ferme. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, il y avait aussi les transferts vers les lotissements avec les maisons neuves, parce qu'on est bien, machin. Moi, une petite histoire, je vis à Saint-Afrique sur une ferme collective, où on est 10 à vivre sur le lieu. Quand on est arrivé voir cette ferme, il y avait un couple de paysans-paysannes qui avaient 75 ans, Jean-Marie et Suzanne. Ils nous ont regardé avec des yeux, ils disaient mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ils faisaient de l'agneau à l'engraissement, c'était des bandes de 3000 agneaux de 3 mois, des hangars, il y a 2000 m² de hangars, et nous on a dit bah non, on veut pas faire ça, c'est de la vache allaitante, en bio, en extensif, on fera du cochon mais en plein air, des brebis. Ce que vient de dire Rémi, voilà. Et du coup, là où ça a fonctionné, c'est qu'on a eu avec nous, on a réussi à mobiliser alors, le maire du village, de la ville, bon c'est une petite ville, c'est pas un village, s'il m'entendait, merde, Saint-Afrique, 8000 habitants.
Ensuite, la Chambre d'agriculture et la SAFER. C'est-à-dire qu'il a pris confiance. Petit Il y avait à une petit, il a pris caution confiance. professionnelle Après, autour on de avait vous. des gens, enfin, les installations, c'était pas n'importe quoi. Enfin, voilà. Mais il a pris confiance, on y est depuis 15 ans maintenant, ça fonctionne, il vient nous voir, on va ramasser les champignons, on est content. Il nous a montré c'est quoi un champignon, ce qui n'était pas gagné quand même. Et, Grosse et preuve de ensuite, confiance. non, ce que je veux dire par là, c'est que sur l'accompagnement, cet accompagnement au changement culturel, parce qu'on est sur des blocages psychosociaux, culturels liés à l'intimité qu'on a avec sa terre, sa maison, son lieu de vie, l'endroit qu'on a souvent... Là, surtout sur les dernières, enfin peut-être un peu moins, mais les générations qui ont repris la ferme du grand-père, de l'arrière-grand-père. Il y a 5 ou 6 générations du devant coup, nous, ou c'est derrière. pas évident. Et du coup, si on arrivait, nous on a mis en place il y a 2 choses que je voulais dire, ça va peut-être provoquer les JA et les chambres, mais moi je pense qu'il faut des points accueil installation avec des gouvernances partagées. Il y a des points accueil installation que vous tenez en tant que JA et les chambres d'agriculture, et je trouve ça bien. Moi je trouverais ça hyper intéressant. Parce que nous, moi en tout cas, quand je vois Terre de Liens, Reneta, on vient de structures qui ont 40 ans d'expérience sur de l'accueil et de l'accompagnement de gens qui veulent s'installer sur de l'agroécologie paysanne et qui ne sont pas issus du milieu agricole. Vous n'avez pas cette expertise-là aujourd'hui, alors peut-être de plus en plus dans certaines chambres, mais ce n'est pas gagné partout. Et du coup, je me dis, par contre, vous avez des compétences super fortes sur plein de choses au niveau de technique, juridique, financier, etc., territorial, parce que vous êtes avec des professionnels du coin, donc une connaissance des gens qui y vivent. Donc là, je me dis, il y a un enjeu fort à ce qu'on puisse faire ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, on a besoin de financement, et on ne les a pas aujourd'hui, parce qu'on les a de moins en moins, notamment sur le Vivea, sur l'émergence de projets. Quand on a des gens qui arrivent, et que ce soit du côté du cédant, comme je trouve ça intéressant, parce que le maître mot, c'est transmission. Donc dans transmission, il y a bien deux êtres qui sont là. Il y a un passage de témoin. Comment on travaille de l'idée au projet, que ce soit pour le cédant qui va céder ou que ce soit pour le port. Et là, on n'a pas les financements pour le faire. Ça manque énormément de travailler de pair à pair entre paysans installés et personnes qui veulent s'installer. Et la dernière chose, c'est une information, c'est que, pour travailler là-dessus, on travaille beaucoup sur ce qu'on a appelé, nous, les processus d'accompagnement multi-acteurs locaux. C'est-à-dire, il y a l'échelle territoriale. C'est-à-dire que l'échelle d'une communauté de communes, d'un territoire qu'on connaît, d'une commune même, d'un maire, d'un conseil municipal. Et on a mis en place un site qui s'appelle Passerelle Paysanne, je vous invite à aller voir, où on a essayé de faciliter l'information, en tout cas la visibilisation des structures qui sont sur le territoire, qui travaillent sur cette installation et cette transmission. Après, sur la financiarisation, ça c'était sur l'accompagnement de l'idée au projet, des fermes ouvertes, enfin tout un tas de trucs, et qu'on doit travailler ensemble. Et sur la financiarisation, on a sorti ce rapport sur l'état des terres agricoles. C'est un peu ce qu'on a voulu faire, ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on appelle un marronnier. Moi, je ne connaissais pas ce terme, mais qui sort une fois par an, ça veut dire. Comme le rapport sur l'état du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre. Du coup, on n'a pas appelé un rapport sur l'état des mal-terres, parce qu'on ne savait pas trop comment dire, mais on l'a appelé état des terres agricoles en France. Et le prochain rapport, on travaille sur la propriété, sur la question de la propriété en France. Eh bien, je ne vous dis pas la galère que c'est pour savoir qui est propriétaire des terres. Et notamment sur la question de la sociétarisation, de la financiarisation, avec des gros travaux. C'est Pursègle qui a travaillé des fermes ou des firmes, avec Cécile Gazot qui était en thèse chez vous, chez les JA, qui a fait un gros boulot sur ces questions d'installation et de transmission. Et c'est un enjeu majeur. Et c'est pas des groupes. En plus, enfin là, il y a eu le groupe d'investissement américain avec ce milliard, mais c'est des groupes d'investissement français qui sont bien plus impliqués, mais on n'arrive pas à savoir qui est propriétaire. Donc notre enjeu, c'est soit on n'y arrive pas, et on va dire, le rapport il va sortir en mars 2023 au Salon de l'Agriculture, ce sera de dire, on sait pas, c'est pas normal, on ne sait pas qui est propriétaire des terres, alors qu'il y a un enjeu de souveraineté alimentaire, on le voit avec la guerre en Ukraine, avec la crise énergétique, avec le Covid, avec tout ce qui est en train de sortir aujourd'hui malheureusement, mais c'était annoncé. Et enfin, sur le financement parce que je disais avant de commencer que c'était une galère quand on n'est pas issu du milieu agricole, mais quand on est issu du milieu agricole aussi, d'avoir accès à l'information, d'avoir accès aux terres, de pouvoir se former, d'avoir l'argent aussi pour pouvoir s'installer. Donc la question du financement, elle est primordiale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seulement un tiers des gens qui s'installent touchent la dotation jeune agriculteur. 2/3 ne la touchent pas. Donc il y a un problème. C'est en train d'évoluer avec la nouvelle PAC qui est au 1er janvier 2023. Alors, ça va dépendre des régions, si j'ai bien compris. Je ne sais pas ce qui se passe en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais normalement, ils mettent en place des dotations nouvelles installées où le critère de l'âge des moins de 40 ans. Mais il y a quand même un souci. C'est pas possible
Et quand je parlais de sacraliser ou d'avoir une reconnaissance d'utilité publique pour l'agriculture, c'est dans ce sens-là. Mais on a fait un petit calcul avec l'IDRI, mais rapide, avec Pierre-Marie Aubert, mais c'était au téléphone super vite. 40 000 installations par an, on veut financer tout le monde. 40 000 euros par installation, allez, on va dire à peu près. Je ne sais pas ce que c'est, la DGA, c'est 20 000, 25 000. Plus des aides sur les prêts bonifiés, plus... allez. Ici, on était à 37. Mais bon, allez, on va dire 30 000. Multiplié par 40 000 par an, ça fait 1,2 milliard. D'accord ? Mais 1,2 milliard sur 40 ans, ça fait que 48 milliards. Il en a mis combien dans l'aviation et dans l'automobile ? Enfin, c'est des questions politiques derrière. C'est des questions de choix politiques et de choix structurels, en fait. Et si on ne les fait pas aujourd'hui, ça risque d'être vite trop tard. Ouais. Juste peut-être, excuse-moi parce qu'on est pressé par le temps, je ne vais pas faire plaisir à Emmanuel, mais on va encore prendre 5 minutes. Je voulais vous entendre, Jérémy et Julien, sur cette question de l'accompagnement du porteur de projet, parce que c'est quand même le cœur de vos métiers. Qu'est-ce qui fait que ça réussit ou pas ? Et puis peut-être rapport aussi à la décapitalisation qui va avec, parce que, et à cette version entrepreneuriale aussi des gens qui s'installent. Oui, il y a un effet à la fin de la table ronde où finalement les sujets s'empilent les uns sur les autres. Il y a un effet de complexité. Vincent a bien résumé l'ensemble des points. Je repointerai celui sur l'émergence. Ça a été complètement abandonné ces dernières années. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de moyens financiers pour accompagner des gens qui ont une idée de reconversion professionnelle, qui ont envie, qui s'intéressent à la question agricole, notamment, ou agri-rurale, parce que des fois, quand on fait de la production et de la transformation, on peut être à cheval sur l'agriculture et l'artisanat, ou le commerce. Auparavant, dans les années 80-90, il y avait des dispositifs de financement. Alors par la formation professionnelle, le VIVEA, le fonds de formation des agriculteurs qui finançait, qui avait intérêt à ce que des nouveaux arrivent dans le domaine et qui finançait donc ces dispositifs d'émergence. Et puis on n'a plus rien là depuis des années. Ça nous manque parce qu'on voit bien que sur la transmission comme sur l'installation, on est sur du temps long. Il faut restaurer le temps long en politique d'aménagement, en politique publique. Les questions de ruralité, c'est du temps long. On est dans des dispositifs, dans un contexte où on veut des résultats tout de suite, maintenant. Faut qu'on fasse le deuil de ça une bonne fois pour toutes sur nos questions d'agriculture et d'alimentation et de biodiversité. Quand on parle d'un centimètre de sol, d'un millimètre de matière organique. 1% de matière organique dans le sol. Voilà, 1% de matière organique dans le sol, ça prend du temps, ça se fait pas dans un claquement de doigts. Donc restaurer ce temps long, se donner des perspectives de long terme, c'est très important. On en manque depuis un petit moment à la tête du ministère de l'Agriculture. Donc ça serait intéressant de reposer ça. J'espère que la loi d'orientation va être l'occasion que les acteurs se retrouvent autour de la table et posent ces enjeux d'accaparement des terres qui ont été pointés, de temps long de la transmission et de l'installation, et qu'on se donne les moyens de rendre nos territoires agricoles et territoires ruraux vivants. Jérémy ? Oui, moi je vais réduire cette question de l'accompagnement du projet. Le champ, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les porteurs de projets qui désirent s'installer avec la ceinture verte, donc nous on va faire ce portage financier sur les gros investissements. Et ce qui est important pour nous, c'est d'être un peu ces garants vis-à-vis des institutions bancaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un maraîcher qui veut s'installer et qui n'a pas un gros capital de côté, la banque va lui dire on vous prête 30 000 euros. Parce que nos référentiels, on voit que les maraîchers ne gagnent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à investir, donc on vous donne 30 000 euros. Avec 30 000 euros, vous payez à peine l'irrigation et 2-3 outils, quoi. C'est même pas le tracteur. Voilà. Et donc, on voit que ces référentiels qu'ont les banques vis-à-vis des porteurs de projets maraîchage, moi je connais que ce sujet pour l'instant, ils ne les suivent pas. Donc nous, on porte garant parce qu'on garantit un accompagnement renforcé, parce qu'on va porter la charge des gros investissements. Et en fait, notre objectif aussi, d'une certaine manière, c'est de faire bouger ces référentiels. Et on espère qu'à moyen terme, les porteurs de projets qui se présenteront auprès des banques diront on sait que le maraîchage peut être aussi une activité qui ne va pas mettre en difficulté les gens qui s'installent et qui va être source de rémunération. Voilà, donc sur cet accompagnement-là, nous, on a cette visée de faire changer les mentalités. Merci bien. Comme le disait Julien, peut-être pour conclure, le sujet il est un peu systémique. Ouais, c'est bien, vous continuez. Vous avez du travail à faire ensemble. C'est bien.
Le sujet de l'installation, il est systémique, il est peut-être aussi sans doute territorial, comme tu le disais Vincent, plus qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant. Si vous aviez, pour conclure cette table ronde, un facteur de réussite à mettre en avant, pour de là où vous parlez, ce serait quoi? Si on veut vraiment réussir à relever ce défi, allez, on va prendre le chiffre que tu annonçais tout à l'heure, des 40 000 installations annuelles. Camille? Gros défi, je pense que ça va passer par une collaboration justement de tous les acteurs qui sont impliqués dans la transmission-installation. C'est pour ça que je suis très heureuse qu'on soit réunis pendant ces 2 jours, parce que je pense que c'est hyper important justement de s'unir pour arriver à remplir cette mission qui est grande et qui va ne faire que grandir dans les prochains mois et les prochaines années. Donc vraiment collaborer et s'unir ensemble pour réussir. Vincent? Alors le décloisonnement, je l'avais noté, ouais, le décloisonnement, et ça on l'appelle de nos voeux, hein, et désolé d'avoir des oublié, acteurs, tu veux dire que différents acteurs. Je m'excuse d'avoir oublié la chambre, mais je l'avais pas oublié. Hein. mais du coup, du décloisonnement et de la gouvernance partagée, je pense qu'à un moment donné, et puis aussi que les syndicats agricoles se mettent d'accord pour pouvoir faire pression sur la puissance publique et la puissance économique, parce que sinon ça va être difficile d'avancer. Puis la deuxième chose, c'est que nous on a beaucoup bossé sur l'offre. Dans nos associations coopératives, donc pour accueillir des non issus du milieu agricole qui s'installent. C'est eux qui s'installent, hein, c'est pas nous qui les installons. Ça c'est important, l'autonomie des paysans paysannes ou des gens qui s'installent, qu'ils soient salariés ou pas d'ailleurs, c'est pas l'enjeu. Mais du coup je me dis, on travaille depuis peu là sur la question de la demande. Et il y a un bouquin de Atelier Paysan qui s'appelle Reprendre la terre aux machines, que je vous invite à lire, qui est une analyse assez dur de là où on en est, et qui, comme une des solutions, parce que je ne pense pas que ce soit la solution, mais qui serait une espèce de sécurité sociale de l'alimentation qui permette de donner accès à toutes et tous les ménages, qu'ils soient modestes ou pas, d'une alimentation de qualité et de proximité qui obligerait d'avoir une agriculture derrière avec ces 40 000 installations par an. Rémi, comment on relève le défi ? Déjà, il y a des solutions qui se dessinent. A été recité tout à l'heure le service civique, ça me semble une évidence, et je pense que c'est en fait le problème de fond finalement. Quand est-ce que dans ce pays, qui a la chance d'avoir la plus grande diversité agricole au monde, mondial. Je pense qu'on peut le dire, et j'ai en tout cas pas honte de le dire jusqu'à ce qu'on vienne me prouver d'autres modèles, mais quand est-ce que dans ce pays, on se rend compte qu'on a une grande richesse et qu'on la valorise ? En fait, c'est ça. Qu'elle a un prix aussi, parce que derrière le prix, on saura se mettre, et je pense qu'on le fait déjà sur certains sujets, on saura se mettre tous autour de la table pour faire vivre les agriculteurs et les installer dans de bonnes conditions. En fait, je pense que c'est ça aussi le sujet de fond, que les agriculteurs et toutes les agricultures puissent vivre du fruit de leur travail. En fait, c'est ça je pense que c'est une des clés du problème, en tout cas. C'est le ressort. Alors, moi, je suis content parce qu'il y a presque, on ne doit pas être loin, parce que la réponse à votre question tout à l'heure pour le PAI, pour le décloisonnement et tout, en fait, elle est simple. Tous vos porteurs de projets qui sont installés, ils adhèrent à JA et syndicalisme majoritaire, et ils viennent en chambre d'agriculture et ils font le PAI, et en fait c'est la solution toute trouvée, et c'est hyper simple. Enfin, on ne ferme aucune porte, et voilà. Donc ça, c'est le premier. Il n'y a pas de syndicat unique, il y a 2 syndicats et qui collaborent. Et l'autre truc sur la sécurité sociale alimentaire, le syndicalisme majoritaire travaille sur un truc qui s'appelle le chèque alimentaire pour justement donner accès à tous les ménages un truc. Donc il y a le début, c'est le début. Faut toujours prendre ce qui va, et il y a un début qui arrive, et donc on n'y est pas loin. On va peut-être faire 20 000 alors du coup. Il y a une idée à creuser. On va pas faire 40 000, on va faire 20 000, mais et du coup le dernier, moi je reste aussi quand même pour le. Je suis désolé, mais pour le renouvellement des générations, une DJA forte, et j'insiste sur le J pour jeunes et en moins de 40 ans. Mais c'est pas juste parce qu'on veut être sectaire, c'est juste qu'il y a un moment, une carrière c'est long, et on veut mieux aider un peu
les plus jeunes. Et voilà. Ah non, mais je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. Elle a augmenté, vous êtes mais pas resté à 40 ans alors que la durée de la vie elle a 75 ans aujourd'hui. Enfin, oui, mais moi je souhaite à aucun agriculteur de devoir travailler encore jusqu'à 75 ans. C'est quand même triste. Voilà, non, nous 40 ans c'est bien. Vous en discuterez juste après. Voilà. À quel âge on propose la retraite, ça va être un sujet de la fin de l'année là. Jérémy. Oui, alors moi je suis dans une structure qui met l'accent sur le caractère très opérationnel, donc c'est les petits pas on va dire. Et aujourd'hui moi je vois dans la réussite de cet objectif ambitieux, moi je crois peu aux choses descendantes. Le modèle aujourd'hui dans lequel j'ai souhaité m'engager en tant que citoyen, qui est la coopérative Ceinture Verte, qui est une coopérative des territoires, qui pour moi semble une solution dans le sens où l'ensemble des acteurs vont s'enrichir mutuellement de la prise de conscience de ce qu'ils sont, les uns vis-à-vis des autres déjà, parce qu'en général, la Chambre d'agriculture ou le GAB peut dire à la collectivité « vous devez faire », la collectivité dit « c'est pas notre rôle, c'est à vous de le faire », et on se renvoie la balle en permanence. Alors que dans des solutions comme la nôtre, à petite échelle, en fait, ils portent ensemble. Il y a une co-responsabilité. Nous faisons ensemble. C'est pas toi et puis moi, je fais un truc, c'est nous faisons ensemble et nous co-portons ça dans un objectif opérationnel, et c'est ce qui fait un peu le caractère innovant de notre dispositif. Et ça, moi, je pense que c'est comme ça qu'on va réaliser des opérations réussies, qu'on va faire changer les mentalités vis-à-vis de l'installation, et qu'on va permettre justement de redonner du crédit à cette profession et montrer qu'elle peut rendre heureux et qu'elle peut permettre de vivre. Voilà. Donc moi, c'est plus dans ce sens-là qu'aujourd'hui je porterai les choses. Julien, tu as le plaisir de conclure. Et la charge. Ouais. En regardant un petit peu la table ronde qu'on est, on voit bien qu'il y a des acteurs historiques pluridécennaux, enfin voilà, plusieurs années, les chambres consulaires, les premières, les syndicats, des expériences alternatives, Terre de Liens, et puis des petits nouveaux qui arrivent. Ça veut dire que ça bouge pas mal, il y a beaucoup d'idées. On peut faire confiance, et le sens de l'introduction du géographe était intéressante, c'est faisons confiance au territoire. Il y a des capacités d'inventer d'autres modèles. Ce serait intéressant qu'au niveau étatique, on s'occupe de sécuriser, faire en sorte qu'il n'y ait pas des dynamiques d'accaparement, et puis faire confiance au territoire. On a vu émerger des projets alimentaires de territoire là, dans tous les territoires ruraux et périurbains. C'est génial ce qui sort de ces espaces de concertation. Donc faisons confiance au territoire pour inventer de nouveaux modèles et que l'État et les régions accompagnent, financent ces expérimentations qui sont en cours. Il y a plein d'idées. Ben merci beaucoup à vous, je pense qu'on peut les applaudir. Ils ne se sont pas mangés. Et puis on vous invite à rejoindre les espaces extérieurs pour la suite, pour ceux qui restent ce soir. Merci à tous.